Donc bonjour tout le monde. L'idée de cette visio, donc cette visio, elle s'intègre dans le cadre des groupes défis qui sont accompagnés par l'ADABio, donc le groupe de Eve qui se présentera juste après sur les Savoies et le groupe que j'accompagne en Isère. L'idée, c'était d'organiser des visios spécifiques sur certains sujets et de pouvoir mélanger du coup les deux groupes et puis d'ouvrir aussi la visio aux adhérents et adhérentes qui souhaitent visionner aussi et participer aux échanges. Donc, on avait déjà eu une première visio sur le cholage il y a quelques semaines. Donc là, c'est une visio maintenant sur des analyses technico-économiques de différents itinéraires techniques que Thomas va nous présenter tout à l'heure. Et pour l'instant, c'est tout ce qu'on avait de prévu, mais il ne faudra pas hésiter à nous faire des retours si jamais vous pensez à d'autres sujets ou d'autres intervenants qui pourraient être intéressants de faire intervenir sous ces formats-là. Voilà, nous, on est preneuses d'autres informations. Du coup, je pars. Ouais, comme disait Luna, donc l'idée, voilà, vous me coupez vraiment à tout moment parce que. Et puis, de toute façon, après, je présente le truc en discutant, quoi. Et à la fin, on peut aussi, voilà, il y aura de l'échange, mais n'hésitez pas à poser des questions et à ce qu'on discute au fur et à mesure, quoi. Parce que si vous attendez la fin, des fois, on oublie les questions et tout. Donc, voilà. Du coup, rapidement, moi je travaille depuis 10 ans au Civam Bio. J'anime depuis donc ce temps-là un groupe des filles, donc comme les filles, comme Eve et Luna, un groupe d'agriculteurs en grande culture bio. Donc un peu comme vous, c'est quasiment tous des gens qui ont quand même un peu d'élevage, mais il y a quand même c'est quand même beaucoup, il y a des céréaliers purs et des gens qui ont du monogastrique. Donc c'est quand même des systèmes où il y a moins de prairies et moins de lait que dans ce que vous présentez. Même si, voilà, comme je vous dis, il y en a qui ont du bovin viande, un peu de bovin lait, enfin, il y a un peu de tout, quoi. Donc voilà. Et du coup, je vous présente un peu le travail qu'on a fait depuis une dizaine d'années de suivi, et plus particulièrement 5-7 ans de Tech Eco, quoi, avec une logique réduction de travail du sol, quoi. Donc, en gros, ce que je peux dire, donc c'est un groupe qui existe depuis une quinzaine d'années à peu près, hein, un peu plus. Donc voilà, des filles, machin. Et puis donc depuis 2018, donc 7 ans, travaille pas mal la Tech Eco. Donc la Tech Eco, il y a plein de gens qui font ça, hein. Mais nous, c'est une approche très itinéraire technique. On n'est pas à l'approche comptabilité et tout comme mes collègues. Donc c'est-à-dire qu'on va vraiment être sur l'itinéraire de telle ou telle culture, maïs, blé ou je ne sais quoi, et puis de regarder les intrants, donc les charges opérationnelles, ferti, semences, etc., l'itinéraire technique, et du coup, ça nous donne des charges mécaniques, du fuel, plein de choses aussi, et ça nous permet de comparer des itinéraires, justement, labour, pas labour, plein de choses comme ça. Et puis à la fin, donc on a un produit, et puis produit moins charge méca et charge OP nous donne une marge, quoi. Donc en gros, c'est un peu ça le truc. C'est co-construit avec le groupe. On est sur des barèmes CUMA, donc c'est pour ça, pour comparer les charges mécaniques, tout le monde étant égal, parce qu'il y a toujours un qui dit moi j'ai une moissonneuse chez moi, l'autre qui dit je suis en ETA et tout. L'idée c'est bien de comparer les ITK et pas les stratégies d'exploitation, ou est-ce que le gars c'est un vieux ou un jeune qui a déjà amorti son matériel ou quoi. Voilà, les prix de vente, on a travaillé un petit peu différentes choses parce que des fois on n'avait pas les prix en reprenant des vieilles données. Enfin voilà, donc il y a des choses un peu plus simulées, un peu plus réelles, mais normalement on prend les prix réels. Voilà, c'est juste quand il y a du manquant, quoi. Et donc l'année dernière, il y a un an, on a réussi avec un stagiaire, un apprenti, là, 3 ans de Clermont, à faire une synthèse sur 10 années de Tech Eco, ce qui était assez intéressant, quoi. Donc, vous voyez un peu le jeu de données. Aujourd'hui, là, c'était 450 itinéraires ou 550 itinéraires aujourd'hui sur une vingtaine de fermes, sur 10 années. Des fermes, vous voyez, qui vont de 25 à 135 hectares. Donc, il y a des choses assez différentes. Il y en a avec de la prairie, d'autres pas du tout. Et des UGB ou pas, sachant que derrière les UGB, ça peut être du bovin, mais aussi, comme je disais, du monogastrique, quoi. Donc au final, c'est assez diversifié sur l'équivalent de deux, voire trois départements, quoi. La Mayenne la Sarthe, c'est vrai que je n'ai pas précisé. Pays de la Loire, donc entre Paris et puis la Bretagne, quoi. C'est de l'autre côté de chez vous, donc voilà. Et donc, en gros, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'on a fait un recueil, je ne le présente pas aujourd'hui, mais sur une dizaine d'espèces, où justement, pour chaque culture, on arrive à voir quelles sont un peu les tendances, avoir des références sur, encore une fois, l'itinéraire technique, les intrants, la dose de SMI, par exemple, la dose de Ferti, plein de choses. Et mine de rien, en grande culture bio, on manque de références. Donc, recréer, moi, c'est ce que je dis souvent, recréer de la référence bio locale et actualisée, et ben c'est toujours, ça a toujours beaucoup de valeur. Donc voilà, le recueil, il pourrait être dispo, je l'ai en PDF. Luna et F, je crois, l'ont déjà. Je pourrais vous le retransférer au besoin, quoi.
Mais là, l'idée, c'est de faire vraiment un zoom sur le travail du sol et sa réduction. Donc en fait, c'est un groupe où globalement qui travaille beaucoup ce sujet-là. Euh, donc de se dire, voilà, beaucoup de gens qui sont, bah voilà, j'aimerais bien moins labourer, j'aimerais bien faire plus attention à mon sol, etc. Et du coup, bah, pour la vie du sol et tout, pour des raisons de carburant, de temps de travail, de carbone, de fuel, enfin voilà, c'est un petit peu tous ces sujets-là. Et je pense que voilà, tout le monde réfléchit un peu aux mêmes choses en ce moment, hein. Donc voilà. Et ce qui est intéressant surtout, je trouve, c'est qu'on s'était rendu compte, là, vous voyez, j'ai mis un petit tableau vite fait d'une Tech Echo qu'on avait fait en septembre 23, donc vous voyez, il y a 2 ans, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Au bout de 7-8 ans de travail, on avait un peu de données quand même. Et en fait, on se disait, bon, bah, on comparait un peu ce qu'on voulait être des TCS et du labour. Et vous voyez qu'on voit quand là, en charge OP, on est identique labour, non labour. En charge méca, on est identique. Et du coup, en charge totale, on est identique. Et donc, en fait, ça a un peu correspondu. On avait déjà bien remarqué en fait que derrière, quand on parle de réduction de travail du sol ou de non-labour, en fait, derrière du non-labour, peut y avoir du non-labour intensif où il y a plusieurs cultivateurs qui reviennent au même que du labour. Et c'est ce qu'on voit là en ayant des charges méca équivalentes. Par contre, on peut avoir aussi une vraie réduction en allant jusqu'au semi direct, évidemment, quoi. Et du coup, c'est juste, ça paraît un peu bête ce que je dis, mais c'est déjà, nous, on s'est dit qu'en fait, la comparaison labour-non-labour, elle n'était pas pertinente, en fait, déjà. Parce que derrière du non-labour, moi, je me souviens de voir aussi des gars qui me disaient, je veux pas labourer, mais ils passaient plein d'outils, et je me disais, mais en fait, niveau marge, c'était pas bon du tout, niveau temps de travail, pas bon du tout, niveau fuel non plus, et niveau vie du sol, le gars, il disait ça, il voulait faire ça pour, bah, je veux dire, des raisons carbone et vie du sol, et en fait, c'était pas bon du tout, quoi. Donc en fait, le non-labour atteignait pas les objectifs que l'agriculteur se fixait à la base, quoi. Vous voyez. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 1 an et demi, on m'a parlé d'un indicateur qu'on a vraiment beaucoup apprécié dans le groupe. C'est un truc qui peut paraître un peu compliqué au début, mais en fait, c'est assez simple. C'est une note, donc une notation d'intensité de travail du sol, ça s'appelle le STIR. Donc, c'est Soil Tillage Intensity Rating. C'est la notation d'intensité de travail du sol créée aux États-Unis pour essayer vous voyez, créée par l'USDA, donc un peu voilà, l'INRA américain pour qualifier l'érosion. Eux, ils ont beaucoup peur de l'érosion et vous savez, toutes les logiques ACS, TCS viennent des États-Unis suite à ce qu'ils ont fait là, au début du 20e, voilà, avec le Dust Bowl et tout. Ils ont vraiment détérioré leur sol et ils ont eu peur après ça. Et c'est pour ça que c'est un peu né là-bas l'agriculture de conservation, entre autres. Et du coup, cette formule, c'est en fait c'est une formule donc je sais plus si j'ai la formule non ouais, je l'ai. Et donc en fait c'est de prendre un coefficient de l'outil. Donc par exemple il y a le labour, on lui met 1 et si vous voulez il y a des outils avec des dents droites qui vont peu vibrer, ils auront 0,5 hein, je dis ça par exemple et puis un outil qui va vibrer, il aura 0,7. Vous voyez donc il y a un espèce de coefficient à dire est-ce que l'outil est entre guillemets plus ou moins violent et va plus ou moins déstructurer le sol, va plus ou moins être, voilà, être intense. Derrière ça, il y a aussi, donc on multiplie ce coefficient par la surface travaillée. Donc la surface travaillée, bah, vous voyez bien que sur du strip-till, sur du binage ou un semoir, ça c'est 3 outils, même le sous-soleur, c'est 3 outils qui ne travaillent pas la totalité de la surface. Voilà, on peut travailler 30%, 60%, 80% de la surface. Donc voilà, il va y avoir une multiplication qui se fait, hein. Euh, donc, par exemple, dans le labour, c'est un mauvais exemple puisqu'il travaille toute la surface, mais voilà, on peut avoir un semoir qui aurait un petit coefficient multiplié par une petite surface, parce qu'au final, il ne travaille pas toute la surface avec même si c'est un semoir à dents ou quoi. Après, il y a la profondeur, parce qu'évidemment, bah, un labour à 15 ou un labour à 20, 25, un cultivateur pareil, ou un vibro à 5 ou à 10 ou à 15, enfin, voilà, c'est pas la même chose. Derrière, vous le voyez bien au quotidien sur la consommation de carburant. Et puis pour finir, il y a l'idée de la vitesse. Et ça aussi, vous l'avez vu, pareil, un vibro passé à 2 vitesses différentes, bah, ça éclate pas du tout les modes pareils. Donc il y a vraiment une logique d'énergie cinétique. Donc voilà, qui va éclater et faire plus de poussière et plus de sensibilité à l'érosion notamment, quoi. Donc ça fait tout ça, ça fait une note de passage. Donc là, je vous présente déjà un premier graphique, hein. Vu que c'est enregistré, je passe assez vite et puis vous aurez l'occasion soit de retourner voir ça, comment dire, sur la vidéo. Eve, elle a été formée à l'outil aussi, donc voilà, c'est une première, je veux dire, c'est une première approche. Mais l'idée, c'est que si vous vouliez travailler ça dans votre groupe défi, vu que nous on l'a fait dans le cadre d'un groupe défi, bah, c'est que c'est possible, tout simplement.
Et donc, vous voyez ce qui est intéressant là. Donc, à droite, on voit les petits travails du sol, hein, semoir SD, semoir globalement, la RC-tri, la rotoétrie. Vous savez bien que voilà, c'est pas très violent pour le sol. Et puis, plus on monte, voilà, plus on a des trucs importants. Et on a, ce qui est assez intéressant, c'est le labour, que c'est voilà, celui qui a le plus de variabilité. Et vous voyez qu'il y a une moyenne autour de 50-60, hein, 60, un truc comme ça, 55 mais qui peut descendre à peu près de 27 jusqu'à 80 ou un truc comme ça, quoi. Donc vous voyez, il a une grosse variabilité parce qu'en fait, tout simplement parce qu'on peut labourer à différentes profondeurs et à différentes vitesses. C'est surtout la profondeur du labour qui va faire qu'il y a des labours qui auront une grosse note ou des petites notes, quoi. Et vous voyez que là, par exemple, on peut avoir des vibros ou des scalpers, même éventuellement des disques, mais bon, ça devient un petit peu limite. Des vibros lourds droits, il y a plein de choses qui peuvent voilà, avoir une note supérieure à un petit labour. Donc ce qui est intéressant, c'est que là déjà on est plus fin et on se rapproche plus, même s'il y a des défauts à ce calcul-là, hein. Évidemment, c'est une formule, voilà. Euh, mais on se rapproche déjà plus vraiment de est-ce que le travail il est réduit ou pas. Est-ce qu'il y a des questions déjà là-dessus? Non? Ça vous paraît compréhensible ou c'est du charabia? Ça va, c'est Ça bon. va. Bon, très bien. Merci. Ah, il y Je a Théo qui continue. lève la main. Ouais. Tu voulais dire quelque chose? Tu nous as pas parlé du type de sol pour ces Oui. différents tests. Très bien, très bonne remarque. Eh bien, nous, effectivement, donc nous, on est sur le massif armoricain, donc voilà le nord-ouest de la France. Et donc, c'est principalement des roches, des granites, des schistes qui donnent des limons et des limons plutôt fragiles, justement. On n'est pas sur des sols très sableux ou très argileux qui soit sont résistants, soit travaillent tout seuls comme les argiles. Et donc, on a des limons qui peuvent être productifs, hein. On a des très bonnes terres, hein, parfois, et des mauvais limons. Il y a de tout, hein. En gros, il y a du limon mauvais et du mauvais limon, mais il n'y a pas beaucoup, quasiment pas de sable et d'argile. On a souvent autour de 15% d'argile, vous voyez, quelques dizaines de pourcentages de sable, je sais pas, 20, 30, et puis tout le reste, c'est du limon, quoi. Et donc voilà, il y en a des hydromorphes, des sains, enfin voilà, en fonction de la situation topographique, évidemment, ça change, mais globalement, c'est ça, quoi. Donc voilà. Et du coup, bah, deux remarques par exemple sur cette note, hein, deux petites limites. C'est par exemple qu'aux États-Unis, a priori, ils n'ont pas d'outils animés. Et donc pour la rotative et le rotavator, on ne savait pas trop quoi mettre. Donc on a dû mettre des barèmes, on a échangé avec le Fieble, que vous connaissez bien, qui sont vos voisins en Suisse. Et du coup, eux, ils travaillaient sur cet indicateur avec les bio et ils ont dit, bah, on prend la rotative comme étant 50 de STIR pour prendre un peu. Donc vous voyez, là on voudrait développer une formule pour la rotative. Mais vous voyez bien que la vitesse d'avancement, elle va être, enfin, l'intensité du travail du sol va être inversement proportionnelle à la vitesse d'avancement. Donc, vous voyez, c'est un petit cas particulier, quoi. Voilà. Et puis, une autre question, c'est quand même, est-ce que une des limites de cette note-là, c'est que si jamais je passe une première fois l'outil et une deuxième fois, une troisième fois, bah, vous savez bien que le même outil, il tire pas autant, il consomme pas autant, plus on le passe deux fois, quoi. Et donc, vous voyez, un troisième labour, j'exagère, ça n'arrive pas, hein, mais un troisième labour, bah voilà, il aurait pas le même effet sur le sol, quoi. Donc voilà, ça c'est un petit peu une limite, mais après, je pense que c'est pour moi en fait, c'est un outil qui est voilà, qui a des défauts, mais qui est unique en termes de quantification du travail du sol, en fait. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Et sinon, la seule autre quantification qu'on avait, c'était l'argent et du coup les charges mécaniques. Mais en fait, il pouvait y avoir un outil qui coûte cher, mais qui déstructure moins. Par exemple, un semoir de semi direct fraîchement acheté, hyper cher, bah, il coûte une blinde en charge méca. Enfin, j'exagère, vous voyez ce que je veux dire. Euh, Alors qu'en fait, un vieux coucou tout rouillé coûte plus grand-chose en barème Cuma, mais au final, il déstructure plus le sol. Donc cette approche économique, elle n'était pas pertinente non plus, quoi. Ok, bon, je continue. Donc, et après, évidemment, donc là, vous avez la note pour un passage. Et en fait, l'idée, c'est de faire pour un itinéraire technique, de faire la somme tout simplement de chaque passage. Donc, mon déchômeur après moisson, éventuellement un ou deux passages de travail du sol ou quoi, ou voilà, un labour, et puis après le semoir. Et je fais la somme de tout ce travail du sol. Et j'en fais une note de l'itinéraire technique, quoi.
Voilà, donc le STIR à l'ITK. Et après, on a aussi même travaillé, c'est ce qu'on est en train de faire, mais c'est plus difficile, et en même temps, ce serait plus pertinent, c'est de travailler à un STIR à l'échelle pluriannuelle, et de se dire bah, quelle est ma note de travail du sol sur 4 ans, et de comparer plusieurs rotations qui auraient des STIR différents sur 4 ans, quoi. Parce qu'on sait que des fois, il y a des années où on va avoir un petit STIR, et puis l'année d'après, on va réaugmenter en fonction de différentes choses et en fonction de la place dans la rotation. Par exemple, des fois, vous faites des prairies des luzernes, et puis derrière, pour casser la prairie de la luzerne, souvent, ça nécessite un gros travail du sol. Mais en fait, pendant les 3 années de prairie de luzerne, le STIR, il était de zéro, quelque part. Donc, en fait, si on fait une moyenne sur 4 ans, à 3 ans de prairie plus un blé, et ben en fait, on sera sur un STIR moyen annuel très bas, quoi. Donc, bon, en tout cas, il y a plein de méthodologies à inventer aussi. Il y a une Euh, question de Jean-François. Oui, je voulais savoir, c'est l'état du sol, parce que si on est sur un sol des fois très sec, en fait, un passage d'outils, il va peu affiner le sol, et du coup, ça a quand même un impact. Ouais, bah, c'est une très bonne question. Ouais. Effectivement, c'est pas pris en compte, mais c'est clair que ça change beaucoup de choses. Bah, après, moi, je me dis, si on part du principe que c'est travailler dans les conditions classiques de ressuyage, quoi. Mais tu as raison, hein, c'est clair que. Et puis même, j'ai envie de dire, dans l'inverse, un outil qui passe dans l'eau, enfin dans de la gadoue, bah, il va faire des coups de couteau dans le beurre. Donc, ouais, c'est vrai que de toute façon, je pense qu'on peut trouver pas mal de limites. C'est toujours, on essaye de schématiser les choses, mais la réalité, elle est beaucoup plus compliquée, quoi. Donc, voilà. Je continue. Ouais, ouais, c'est bon. Et donc, ce qui est aussi hyper intéressant, c'est que nous, on se posait des questions. Enfin, donc, il y a pas mal des gars du groupe qui disaient, on veut faire de l'ABC, donc les TCS bio, ça veut dire ABC, agriculture bio de conservation des sols. Et en fait, c'est toujours un peu une question, qu'est-ce que la conservation des sols? À partir de quand tu es en conservation des sols? À partir de quand tu ne l'es pas? C'est quoi la différence entre les TCS et l'ACS? Enfin, voilà, c'est toujours un peu des choses qui sont, voilà, le bio, il y a un cahier des charges, il y a une réglementation, la réduction du travail du sol, et l'ACS, c'est plus flou. Et en fait, on a été voir dans des publis. Et du coup, il y a un gars quand même assez pointu en Europe qui est en Suisse, justement, Boivin, Pascal Boivin. Et du coup, on a fait un peu une synthèse en disant que, vu la bibliographie, on prenait des seuils qui, encore une fois, sont discutables et imparfaits, mais de se dire que, vu ce qu'il disait en biblio, en dessous de 80, on était en TCS. Et donc, du coup, en travail du sol réduit, simplifié, on pourrait dire. Et donc, du coup, on pourrait dire que c'est des itinéraires ABC, quelque part. Vous voyez? Et au-dessus de 80, on serait dans un itinéraire bio, on pourrait dire intensif en travail du sol ou bio conventionnel en travail du sol, bon, comme vous voulez, quoi. Et, et le SMI direct, donc là, évidemment, dans la bibliographie, il y a plein d'avis différents, hein, c'est normal. Et nous, on a tranché un peu, moi j'aime bien couper la poire en deux. Il y a un qui disait 40, l'autre 30, donc moi je me suis dit, bah, si on est en dessous de 35, et ben en fait, on considère qu'on est dans du semi-direct. Euh, et du coup, il y a plein de types de semi-direct et on peut faire du semi-direct sans semoir de semi-direct. Voilà, on peut, comme vous savez, on peut semer à la volée et passer une RC-Tri, bah, c'est du semi-direct et on n'a pas un Porsche, un Avatar, un machin, un John Deere 750A ou je ne sais quoi, Sky, machin, à 100, 200, 300 000 euros, je sais pas. Donc voilà, et nous, c'était intéressant parce qu'encore une fois, avec l'imperfection de ça, ça permet un peu de se situer, quoi. Et c'est ça le but d'un groupe d'échange entre agriculteurs, c'est de se situer, de se dire, tiens, moi j'ai fait ça, toi t'as fait ça, tiens, c'est bien, ah, je pourrais faire ça, voilà. Donc là, je vous ai mis un truc vite fait, donc c'est le STIR de chaque culture, vous voyez. Donc réparti, bon, c'est pas hyper intéressant, mais on voit que voilà, il y a des grosses différences, hein, mine de rien, hein. Voilà, des févroles d'hiver, vous voyez, qui sont assez basses au final, et puis des cultures de printemps qui sont souvent assez hautes. Euh, il y a une explication à ça quand même, qui est importante d'un point de vue méthodo, c'est que en fait la culture de printemps, on lui impute l'engrais vert qu'il y a avant. Donc en fait, si quelqu'un a un travail assez intensif pour mettre en place un engrais vert d'hiver et après un travail assez intensif pour mettre le maïs par exemple, et ben du coup on va se retrouver mine de rien avec un itinéraire technique avec un très forte intensité de travail du sol. Un peu comme s'il y avait eu deux cultures. Donc bon, c'est une sorte de biais, mais c'est juste que voilà, quand on parle des stires des cultures de printemps, faut avoir ça à l'esprit quoi. Donc, je sais que les agris, ils étaient souvent pas trop contents de ça. Et je leur disais, bah après, il n'y a pas trop d'autres solutions parce que l'engrais vert, faut bien le mettre quelque part. Et du coup, faut juste, moi, je suis de l'avis qu'il faut juste intégrer ça et voilà quoi.
En tout cas, il faudrait peut-être des seuils différents d'ABC ou de SD par rapport, par rapport à la culture de printemps. Voilà, ça pose plein d'autres questions, mais bon. Xavier a Mais, une question. Ah. ok. Oui, le stirne des chômages après une céréale à la paille, il rentre dans la culture d'après ou dans la culture précédente? Culture d'après. En fait, toujours en agronomie depuis longtemps, quand on parle d'itinéraire technique, c'est de la moisson du précédent à la moisson de la culture. Donc, effectivement, Mhm. un blé derrière une févrole, le jour de la moisson de la févrole, on bascule sur l'itinéraire du blé. Tout ce qui sera fait après la moisson de la févrole, ça passe sur l'itinéraire technique du blé. Et c'est pour ça que si j'ai une Mhm. févrole et après un maïs, et ben, si j'ai un engrais vert d'hiver entre la févrole et le maïs, ça s'impute à la fois les charges opérationnelles, les charges mécaniques et le stir, etc. sera imputé au maïs, quoi. Ok. Donc voilà, avec voilà, les limites agronomiques, mais ça, voilà, c'est toujours, enfin pour moi, c'est la définition de l'itinéraire technique. Bon, voilà. Et donc, du coup, en gros, bah là, voilà un petit peu les chiffres qu'on avait. Donc, ça, c'était il y a un an, mais ça n'a pas beaucoup bougé, hein. Donc, vous voyez un petit peu, c'est les stirs. Donc, à chaque bâton, si vous voulez, c'est de 0 à 5 ou de 5 à 10. Enfin, c'est des tranches de 5. Et à chaque fois, combien on a d'itinéraires là-dessus. Donc, vous voyez, en fait, on a quand même un certain nombre d'itinéraires très faibles, très faibles stirs. Vous voyez? Et puis après, ça redescend. Et puis après, on a une espèce de, voilà, de pic. Et puis après, plus on arrive enfin, en hauteur, c'est-à-dire en stirs très élevés, et moins il y a d'itinéraires qui ont des stirs très élevés. Euh, Ça va pour le graphique? Est-ce que vous, au niveau de la lecture? Bon, je continue. Donc là, on a notre moyenne, notre barre moyenne en noir qui est là, donc qui est à 135. Donc comme ça vous montre, nous, on découvrait aussi, hein, on n'avait pas de référence, donc on se disait, bon, 135, c'est bien, c'est pas bien. Bah, il se trouve que voilà, 135, c'est la moyenne. Vous voyez que le fameux 80, bah, il est quand même en dessous, hein, donc en moyenne, on est au-dessus du 80. Donc en moyenne, on n'est pas tout à fait en ABC. Ça va de 0 à 300. Donc, vous voyez, il y en a qui vont à 300. Il y a des itinéraires très, très intensifs. Voilà, avec un paquet de travail du sol. La moitié des itinéraires sont entre 100 et 180. Donc, pour vous donner un peu, voilà, autour de la moyenne, hein, c'est assez logique, mais voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on a 20% à peu près des itinéraires qui sont en dessous de 80. Donc, d'après notre échantillon sur 10 ans, sur les 20 fermes, on a 20% des ITK qui sont en ABC, quoi. Et à peu près 10% qui sont en dessous de 35, donc en semi-direct bio, quoi. Il y a une question. Oui. Est-ce que tu aurais un exemple là, sur, par exemple, je sais pas, sur un blé ou pour voir comment est compté le stir pour se Ouais. rendre compte un peu de ce que ça veut dire, ce score-là? Eh ben, parce que si jamais je reviens là, tu vois, là, si on reprenait un blé, ça pourrait faire, par exemple, que j'ai un déchômeur, là, tu vois, il y a des vibros, donc par exemple, vibro léger, là, vous voyez, qui est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tu vois, vibro léger qui est autour de 25 et quelques. Donc, pour avoir un vibro en déchômage allez, voilà, on va dire à 30. Et puis derrière, voilà, éventuellement, est-ce qu'il y a un scalpage ou un premier outil parce que, je sais pas, il y a encore quelques vivaces qui traîneraient, hein, j'en sais rien. Donc pendant l'été, il y a un gars qui veut scalper un rumex qui traîne, enfin quelques rumex qui se traînent. Donc on rajouterait plus ou moins la même chose. Moi, je vous dis les itinéraires que je vois chez moi, hein. Voilà, donc on serait déjà à un petit 60, vous voyez. Et puis après, bah, si jamais on a labour plus herse rotative, ce combo-là, ça fait tout de suite à peu près 110, puisque la rotative, on est à 50 et le labour, on est à peu près à 55. Donc vous voyez, on est en moyenne à 105 de labour et herse rotative. Donc, vous voyez un truc par exemple comme ça, j'aurais 60 de stir, deux passages avant de déchômage, plus ou moins, hein, déchômage scalpage, plus 105 de labour herse rotative, donc je serais à 165 à peu près. Et puis derrière, le semoir, ce serait un peu peanut, ce serait pas grand-chose. Donc vous voyez, un itinéraire comme ça donnerait à peu près du 170, quoi. Je sais pas si ça répond à ta question. Si, ouais, c'est bon. Ouais. Ouais, Du j'ai coup, d'autres. là, juste pour Ouais. les chiffres, là, du coup, ça prend en compte toute la formule, là. De Comment, vitesse, pardon? de- Celui-là? ouais, par Ouais. exemple, si on disait le premier à 25, là, ça prend en compte la vitesse, la profondeur, c'est Ouais, un voilà, chiffre c'est moyen, ça. quoi.
Ouais, mais il y a un peu deux options. Bah, là, c'est pour ça, dans le graphe que vous voyez, c'est pour ça qu'il y a une variabilité, en fait. Parce que les coefficients d'outils sont tout le temps les mêmes. Là, ce qui fait varier, c'est la. Parce que nous, on a appelé les agris, on leur a demandé à quelle vitesse tu laboures, à quelle profondeur tu laboures. Pareil, ton vibroculteur, c'est quelle vitesse, c'est quel machin. Donc, c'est là, quelque part, là, ce qu'on voit sous les yeux, c'est la variabilité des pratiques des agriculteurs de notre groupe, quoi. Après, des gens aussi commencent à travailler cet indicateur en prenant des références, des moyennes, si vous voulez, et en se disant que un labour, c'est tant. Vous voyez, là, vous pourriez prendre nos chiffres, nos chiffres moyens, et sans vous embêter à savoir qui laboure à 7 km/h, qui laboure à 6 km/h, vous voyez. Euh, mais du coup, juste vous dire, voilà, on prend les chiffres de base et on recalcule, voilà, un itinéraire un peu en se disant que tous les outils, enfin, tous les labours ont la même valeur, tous les vibrons ont la même valeur, etc. Vous voyez? Où il y a un peu les deux approches plus ou moins précises, quoi. Ok? Donc, je reprends là-dessus, voilà. Donc, ça vous donne un petit peu, c'est important parce que c'est une nouvelle notation. Donc, en fait, comme je vous dis, moi au début, j'avais aucune référence. Donc là, vous voyez, ça commence un peu à vous mettre, voilà, si je vous dis 135, vous dites, OK, c'est un truc moyen. Si je vous dis un itinéraire de blé avec 15, bah, vous dites, ah oui, là, on est vraiment dans du semi-direct bio, voilà. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'après, les notes, moi, je commence à travailler avec différents collègues dans la région ou en France. Et on commence à pouvoir se dire, bah tiens, là j'ai un ITK avec un stir de temps, et tout de suite on arrive à voir ce que ça veut dire, quoi. Euh, voilà, là c'est des exemples, hein, je passe assez rapidement, mais voilà, c'est des exemples justement comme vous demandiez. Voilà, là par exemple, un labour classique avec semoir céréales combiné herse rotative, où il y aurait juste labour semoir, et ben on serait à 105. Vous voyez? Avec un exemple particulier, voilà, de labour 51, j'avais pas précisé la profondeur et le kilomètre-heure. Donc voilà, labour à 4 km/h, 16 cm, plus semoir céréales et herse rotative combiné, vous voyez, là on est un petit peu moins, parce que on est sur un labour très peu profond et très lent. Vous voyez? Donc c'est un peu labour 25. Là j'ai mis d'autres références après, je me suis amusé à faire le stir du labour, de la vitesse en fonction de la profondeur. Donc vous voyez la moyenne, le labour standard du groupe, c'est le 50, donc c'est un peu la diagonale en orange, quoi, en rouge. Et vous voyez, si jamais je laboure bah, très peu profond et très lentement, bah, je peux aller sur des labours qui sont en fait beaucoup plus faibles, quoi. Vous voyez, donc le labour le plus faible, là, dans notre truc, ce serait 12 de profondeur et 4 km/h, quoi. Où on serait qu'à 19. Donc vous voyez, c'est aussi déjà un sujet très intéressant et c'était la conclusion de mon apprenti il y a un an. Il disait, en fait, même si vous ne changez pas de parc matériel, eh ben, vous pouvez réduire votre travail du sol juste en travaillant moins profond et plus lentement. Et ça a été déjà archi prouvé par les CUMA au niveau de la consommation du fioul, hein. Voilà, on sait bien qu'il y a plein de chiffres comme ça, je les ai plus en tête, mais que si je travaille 5 cm de moins profond de mon vibro, bah, j'économise tant de pourcents de fioul. Voilà. Donc on retombe un peu sur les équivalents, quoi. Mais c'est intéressant de se dire qu'on peut déjà réduire le travail du sol avec un itinéraire qui, sur le papier, est inchangé. C'est juste les réglages en fait de l'outil qui changent, quoi. Donc vous avez plus de variabilité et d'ajustement que peut-être des fois vous pensez, parce que bah, souvent par habitude, on fait un peu tout le temps pareil. On est tous pareil dans nos métiers. Et quand on manque de temps, c'est encore pire. Donc voilà, là vous avez quelques exemples. Là, tout en bas, un vibro léger 9 km/h, 8 cm de profondeur. Bah, c'est un stir de 23. Voilà. Bon, après, voilà, il y a les références et il y a le site du Fibel où vous pouvez retrouver les références de tout ça, quoi. Et un semoir semi-direct, bah, ça donne 4. Vous voyez, donc c'est vraiment très faible, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que, bon, on va en reparler, mais on peut faire un petit scalpage et un semoir de semi-direct et rester dans des catégories de semi-direct en étant en dessous de 35, quoi. Voilà. Donc, voilà, j'avance. Donc là, c'est juste pour vous montrer qu'on avait fait un peu des groupes. Euh, on s'est dit, bah tiens, justement, groupe ABC, AB, il y a des histoires de marge ou pas. Donc là, vous voyez, à ce moment-là, avec les données qu'on avait, on avait 16% d'ITK en ABC. euh, et du coup 72 ITK, et on voulait comparer un peu les marges. Et donc vous voyez là, on voit que la marge, elle était un petit peu inférieure dans ABC. Par contre, en GNR, on était bien inférieur, et en temps de travail
Pardon aussi, ce qui est assez logique, hein, parce que clairement, le STIR, il est proportionnel forcément au fioul et au temps, puisque tout ça, c'est le temps de travail et tout. Et puis, on met plus de temps à labourer. Enfin bref, voilà, c'est logique. Un travail superficiel, souvent, c'est rapide. Enfin, voilà, mais ça permettait, encore une fois, de faire une base de discussion, quoi. Et un autre élément intéressant, pardon, j'ai un petit peu un chat dans la gorge. C'est pour ça, c'est bien si vous posez des questions comme ça me fait me reposer. Il n'y a pas de questions, Luna et Eve? Pas pour l'instant. Non. On te Euh, fait signe quand il y en a. ok, super. Parce que moi, je vois rien, hein. Je vois juste mon écran, je vois plus l'heure, je vois plus. Je suis. Ah oui, ok. Ouais, quand on met en grand écran, c'est ça qui est un peu. Et donc, ce qui était intéressant, c'est qu'on s'est dit ça, on s'est dit, bah oui, cette histoire de non-labour, en fait, moi, des fois, c'est ça, avec le groupe, je me dis, bah, en fait, le non-labour, souvent, c'est un peu insatisfaisant. Et là, on voit que si on prend ce critère de 80, là, pour vous dire c'est de l'ABC ou c'est pas de l'ABC, et ben, en fait, on voit qu'il y a seulement, du coup, 37% des ITK en non-labour qui sont de l'ABC. Je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça veut dire qu'en gros, il y a moins de la moitié des ITK non labour qui sont en ABC, qui sont en dessous de 80. Donc, en fait, le terme non labour n'est pas pertinent pour dire que c'est de l'ABC ou c'est pas de l'ABC. Vous voyez? Et pourtant, ça aurait été notre entrée première. Et pour plein de réseaux ACS et tout, c'est le labour, c'est pas bien. Voilà. Et ben nous, on dit en fait, vous voyez, 37% d'ITK non labour qui sont en ABC, c'est pas beaucoup, hein. Donc ça fait en fait, on n'est pas loin des 33, on est presque sur un tiers, un gros tiers d'ITK non labour qui sont validés ABC. Vous voyez l'idée? C'est peut-être voilà, c'est peut-être un peu tordu au début, mais donc, en fait, voilà, en non-labour, on peut faire beaucoup de travail du sol. Vous voyez d'ailleurs, le plus gros itinéraire technique, il est en non-labour de tout notre échantillon. Et vous voyez, il y a des trucs très élevés. Donc là, j'en avais rajouté un. C'est pas exactement les mêmes données, c'est pour ça. Là, vous voyez, le max, il est à 375. Et vous voyez, il y a quand même des itinéraires avec des trucs hyper élevés, quoi. Donc voilà. Après, il y a quand même une moyenne qui est, la petite croix, c'est la moyenne qui doit être autour de 110, un truc comme ça, 120. Donc elle est un petit peu inférieure à l'échantillon global. Vous voyez? Donc quand même, en non-labour, on travaille un peu moins le sol, mais c'est pas pour ça qu'on est en ABC, quoi. Et là, Il y on a avait fait. Olivier Question. il y a Olivier qui a une question. Merci. Oui, j'avais une question sur la succession d'année en année. Est-ce que vous avez étudié la succession des itinéraires? Oui. C'est-à-dire comparer ceux qui font chaque année un peu le même itinéraire et ceux qui alternent Alors, ouais, printemps-automne ou à l'automne oui, aussi. Il y en a par exemple à l'automne, ils font une année labour, une année sans labour. Ou il y oui, en a, ils font les cultures d'automne sans labour, culture de printemps avec labour. tout Vous à avez fait fait. des groupes un peu comme ça? Eh ben ouais, on a essayé, mais en fait, bah, je vais te montrer des trucs un petit peu plus tard. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'en fait, pour moi, c'est un peu ma mine d'or. Mais en fait, il y a plein de trucs à regarder et donc voilà, là, c'est le premier travail qui a été fait là, il y a un an par un apprenti. Il y a un deuxième travail qui a été fait. Je vais vous le montrer aussi sur l'échelle pluriannuelle. Mais effectivement, il faut qu'on continue de dégrossir tout ça. Euh, mais grosso modo, je vais vous montrer plusieurs choses qui répondent à la question. Et si jamais je ne réponds pas à ta question, tu me redemanderas plus à la fin si ça te va. Parce que j'y viens après. Donc toujours sur cette logique labour non labour, là on a quand même vu, donc on a fait des stats et on voit que donc les ITK non labour, ils sont quand même bah, voilà, en moyenne inférieurs. Vous voyez là ici ils ont une moyenne à 100 alors que les autres ont une moyenne à 150. Donc voilà, en non labour, on est quand même en tendance inférieure. Et vous voyez tous les itinéraires turquoise là entre 0 et 50, bah, vous voyez pour le labour il n'y en a pas. Parce qu'en fait, dès qu'on laboure, on est tout de suite à une 30, 40. Vous voyez, même si on peut descendre à 19, en fait, il n'y en a pas qui le font, même si ça pourrait, hein. Voilà. Et par contre, on voit que sur ce graphique-là, que je crois que j'avais vu ça, que 15% des ITK en labour étaient en ABC. Donc en fait, c'est ça un peu le paradoxe, c'est de se dire, pour rappel, les deux tiers, ça fait pas mal de chiffres, hein, mais les deux tiers des ITK non labour ne sont pas de l'ABC, et 15% des itinéraires labour sont en ABC. Donc en fait, même s'il y a une tendance, et ben en fait, il y a plein de contre-exemples, et du coup, c'est pas ce côté labour non labour est pas si pertinent, quoi. Donc là, c'est des comparaisons en fonction des cultures, hein, donc ça répond peut-être à ta question tout à l'heure. Là, c'est le rendement en fonction du labour ou pas. Donc il y a des cultures où on voit qu'il y a peu ou pas de différence, hein. Là, par exemple, le deuxième, là, le blé d'hiver, on ne voit pas une grosse différence. Le maïs grain, on voit quand même une différence assez importante. Voilà, on a des tendances avec du non-labour assez pertinent.
Je suis en train de me dire, je me demande s'il n'y a pas. Oui, si, c'est ça, oui. Le maïs gras un peu au milieu. Voilà, je reste pas sur chaque culture, mais sur chaque culture, on a essayé de voir un petit peu il y en a je dirais, qui encaissent moins bien que d'autres le non-labour, quoi. Là, on a pareil au niveau de la marge. Donc voilà, je reviendrai sur la marge un petit peu après. Donc voilà quoi. Et justement, un petit zoom. Donc blé en labour, non-labour. Donc il y a, voilà, là c'est sur 126 itinéraires sur 12 années. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant. Et là, on voit qu'en gros, en non-labour, là, vous voyez à droite, hein, encore une fois, ça fait des chiffres, c'est pas mal de références. Donc ça peut un peu vous saouler. Mais l'idée, c'est que ce soit mis de côté et que ce soit, voilà, là c'est une petite vidéo, ça vous donne envie ou pas. Et puis vous retravaillez ça avec Eve et Luna et en groupe, quoi. Et là, vous voyez, nous, sur les 12 années, on est à une moyenne de moins 18% de rendement en non-labour, quoi, au niveau du blé. Donc, quand même, une tendance voilà, qui est pas négligeable, quoi. Après, c'est des questions de marge et tout, on va y revenir juste après, quoi. Je sais pas si ça en questionne plusieurs ou pas. Non, bon, je Pas de continue. question spécifique pour le moment. Ah Ouais. si, une question de Jean-François. Ouais, moi je me posais la question des fois, parce que 10 ans en fait c'est à la fois long puis à la fois court sur une rotation qui fait 6 7 ans en fait, c'est juste le temps de la rotation quoi. Et c'est de voir aussi s'il y a au niveau du sol, s'il y a une amélioration de la structure du sol, Mhm. qui fait Ouais, que peut-être dans 15 ans, les écarts de rendement, ils seront peut-être plus vérifiables. ouais. Donc ça. Ben, Et puis, je voulais savoir aussi, s'il y a eu, parce que moi je voulais utiliser aussi des extraits fermentés de plantes et mhm. j'avais au cours d'une formation, j'ai eu un il y avait un quelqu'un de Vendée qui était venu faire la formation en Haute-Savoie, heu, sur la Valérie, lithofère il et s'appelait. lui, il est en non-travail du sol et il utilisait des EM. Ouais, il s'appelle Valérie, non? Ça dit quelque Ah, chose? je sais plus. Je sais Hmm. plus son nom. Des lunettes brun? Non. Oui, peut-être, Bah, je pense, enfin, pour traverser la France, parce qu'on est en Pays de la Loire aussi, et donc je connais bien le groupe vendéen. Donc, alors sur les deux questions, juste d'abord l'histoire du sol. Eh ben, comment dire, tu as tout à fait raison, hein, c'est encore une fois l'approche, elle a ses limites et tout. Euh, là, c'est plus une échelle itinéraire et donc on commence à peine à faire un suivi, je dirais, sur des parcelles. Là, c'est un peu plein d'itinéraires pris un petit peu dans tous les sens. Mais on commence voilà, depuis, en fait, ça fait même plusieurs années qu'on veut faire, mais on n'avait pas assez je dirais, d'enchaînement dans le temps pour faire ces comparaisons. Et donc là, on commence à faire le côté pluriannuel. Et c'est aussi un des objectifs des prochaines années, mais c'est un travail énorme d'arriver à cette tech, ce que je vous présente, c'est de la tech éco, et à relier cette tech éco avec le sol. Et donc là, c'est un projet que j'ai pour commencer dans les 5 prochaines années, là, d'essayer de prendre les tech éco et d'observer le sol en parallèle, et d'arriver à mettre un peu les deux en lien. Mais honnêtement, c'est un travail, pour nous, avec nos moyens, c'est un travail quasi titanesque, quoi. Et pour essayer de voir sur un horizon de 5 ans. Et effectivement, on sait que le sol, ça se parle aussi à l'origine en 10 ans, 15 ans. Ça bouge pas comme ça. De voir si jamais il y a des évolutions. Voilà, au-delà de ces aspects techniques, économiques, rendement, marge, et ben nous, on voudrait travailler sur le VE2S, hein, la structure du sol, et d'autres indicateurs qui pourraient permettre de voir est-ce que ça avance dans le bon sens ou pas, quoi. Euh, et après, le côté fermant, tout ça. Ben, j'ai pas beaucoup d'éléments. C'est-à-dire que comme toi, hein, j'ai plein d'agris dans les groupes comment dire, qui s'intéressent à ce sujet-là. Moi aussi, ça m'intéresse. On bosse beaucoup d'ailleurs les fumiers lisiers et je bosse avec Victor qui va vous présenter des choses en janvier et tout. Là, on est en plus à fond là-dedans. Mais pour l'instant, moi, je suis pas un spécialiste des ferments ou des extraits fermentés, des choses comme ça. Du coup, je peux pas vous en dire. Je vais vous dire que juste ça m'intéresse comme vous, mais je suis pas compétent pour vous donner des conseils sur ce sujet-là, quoi. Donc, voilà. Pardon? Oui, parce que moi, un peu la question que je me pose, c'est vrai qu'on cherche tous plus ou moins un peu à réduire le travail du sol, tout ça, mais si au niveau du sol, il n'y a pas
une vie microbienne qui se remet en place et tout, ben, je pense que ouais, les rendements seront forcément, enfin, ouais, forcément pénalisés. Ouais. Mais par contre, si au niveau vie microbienne, il y a quelque chose qui redémarre, Mhm. bah, je pense que ça peut compenser. Ah bah oui, oui. Bah, non, mais derrière, il y a plein de sujets. Bah, pour vous dire, euh, mais je présenterai les trucs sur le pluriannuel et sur la vie microbienne juste après. Enfin, un petit peu plus tard. Je ne veux pas m'engager là-dedans, sinon ça fait que je saute plein de choses, mais je reviens là-dessus après. Donc voilà, après je voulais juste vous montrer, ça c'est les intensités de travail en fonction des agriculteurs. Donc chaque petite boîte, si vous voulez, là ça on appelle ça des boîtes à moustaches, hein. Voilà, avec les quatre quartiles et la médiane au milieu. Et en fait, chaque petite barre, c'est un agriculteur. Et donc c'est hyper intéressant pour moi aussi et pour, je pense à Luna et à Eve, voilà aussi pour accompagner les agris, de dire bah voilà, voilà où tu te situes, est-ce que tu te situes, tu pensais être là où tu es? Est-ce que tu t'attendais à autre chose? Est-ce que tu es content? Est-ce que tu n'es pas content? Voilà quoi. Donc, ce qui est intéressant, c'est ceux qui pensaient être en ABC, on voit est-ce qu'ils le sont vraiment. Euh, ceux, ceux qui pensaient pas y être et qui s'en fichent de ce sujet-là, bah, est-ce qu'ils y sont ou pas? Enfin, c'est ça qui est rigolo. J'aime bien l'exemple, il y en a un au milieu, donc je sais pas, vous voyez mon curseur bouger? Oui, on le voit, oui. Ouais, vous voyez. Et donc celui-là, par exemple, c'est un avec qui je travaille beaucoup. Donc c'est pour ça il y a beaucoup de points, hein, et du coup qui s'intéresse beaucoup au sujet de l'ABC. Et vous voyez que donc bah là, il doit avoir une moyenne qui est autour d'une médiane, enfin moyenne, c'est un peu pareil. On va dire qu'il est un peu plus au-dessus de 100. Donc c'est quelqu'un qui arrive à descendre très bas, hein, quand même. Mais en même temps, voilà, il se retrouve à être un petit peu en dessous de la moyenne globale, mais il peut monter aussi à plus de 200. Vous voyez, bon. Donc c'était assez intéressant de discuter avec lui de ce résultat-là, quoi. C'est aussi, moi, je trouve un peu notre travail, enfin, le travail dans les groupes, c'est un peu des fois de tendre des miroirs aux agriculteurs pour que vous dites, bah tiens, voilà, enfin, c'est pas facile d'avoir du recul sur son propre travail, quoi. Et donc là, c'est un peu l'idée, quoi. Encore une fois, c'est sans jugement et voilà, sans dire que c'est facile ou quoi, de faire mieux ou quoi. Après, une grosse question pour nous, c'était de se dire, est-ce que la réduction du travail du sol, est-ce qu'elle est rentable? Donc là, j'ai montré un truc tout à l'heure sur le labour, mais c'était un exemple, hein, par rapport au blé. Et globalement, est-ce qu'on peut voilà, réduire le travail du sol en bio et est-ce qu'on réduit la marge ou pas? Et du coup, ça, c'est un des résultats dont je suis le plus fier avec, avec mon apprenti, avec Vincent, qui travaille pour la Frabora. Je fais un petit peu de pub, hein, il est à Clermont. Donc c'est vraiment Vincent Passard, un excellent collègue que vous avez récupéré, qui bosse sur le maraîchage maintenant. Mais comme quoi, il venait de l'élevage, il a fait de la culture, maintenant il fait du maraîchage, il est très polyvalent et adaptable. Et du coup, là, donc il a montré avec ce travail-là que en fait, la marge et l'intensité de travail du sol étaient quasiment indépendantes. Et donc ça veut dire que pour moi, la question, c'était est-ce que quand je réduis le travail du sol, je réduis ma marge? Et en fait, on voit que si on prend tous les itinéraires sur les 10 années, en gros les 500 itinéraires, eh ben, on n'a pas de lien entre les deux, quoi. Et donc ça, c'est quand même voilà, plutôt encourageant parce que nous, dans le groupe, on croit à la réduction du travail du sol, mais la question, c'est comment elle est faite. Est-ce qu'elle est faite de manière pertinente ou est-ce qu'elle est faite de manière non pertinente? C'est un petit peu ça, quoi. Ça sera un petit peu aussi une des conclusions globales, quoi. Donc après, je vois que... Juste, Pardon? excuse-moi Thomas, mais est-ce que je voulais juste poser une question. Est-ce que tout le monde comprend bien comment on lit les boîtes à moustaches? Parce que ouais, celle-là, c'est clair pour tout le monde ou t'en as peut-être parlé à un moment donné où j'étais. Mm. Non, non, bah, je peux Ouais. redire, c'est vrai que est-ce que quelqu'un trouve ça pas clair? Ça donne un peu la variabilité du truc, quoi. Donc, vous voyez, si vous voyez mon curseur, bah, par exemple, celui-là, bon, j'ai sans doute moins d'itinéraires chez lui, hein, mais si vous voulez, celui-là, il est très, très restreint, il fait tout le temps du 110, quoi. Alors qu'à côté de ça, un gars comme celui-là, par exemple, on voit que, bon, il n'y a pas beaucoup de points non plus, mais c'est un gars qui fait voilà, en termes de stir, qui va de 30 à 320, quoi. Donc c'est vraiment une variabilité dans ses pratiques et dans ses itinéraires très très grande, quoi. Alors que celui-là, voilà, vous voyez, il est assez bas. Celui-là aussi, vous voyez, là, cette barre, c'est le 100. Donc en fait, lui, c'est un des seuls qu'on pourrait dire, il a quelques itinéraires au-dessus, mais au final, c'est un des agris les plus abaissés. Et le rose aussi, vous voyez. Est-ce que pour quelqu'un, c'est pas clair ou... Bon, il n'y a pas de remarques, ça doit être clair. Ouais, voilà. N'hésitez pas, hein, Après, surtout, je hein, sais- quand même.
Encore une fois, ça, c'est des trucs, moi, enfin voilà, il y a beaucoup d'infos sur un graphique comme ça. L'idée, c'est juste de montrer, OK, il y a des variabilités, ça permet de se comparer, en fait, encore une fois. Mais voilà, évidemment, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails exacts de chaque agri, même si moi, je trouve ça super. Après, donc, un petit exemple, là, hein, donc, en termes de marge, justement, encore une fois, c'était pour répondre un peu au graphe de tout à l'heure qui était que sur les rendements. Et donc là, sur toujours les 126 rendements de blé sur 12 campagnes, et ben, vous voyez, on a presque une marge qui n'est pas deux fois moindre, mais presque entre le non-labour et le labour, sur le blé, quoi. Vous voyez? Alors après, c'est sur le blé pur, il y a plein de choses avec le blé févrole, etc. Donc vous voyez, mais c'est quand même... voilà. Euh, Par contre, je me suis amusé donc à faire des groupes, donc justement à faire le groupe en termes de marge. Donc le groupe semi-direct bio, le groupe ABC. Donc en gros, semi-direct, bah, c'est de 0 à 35, ABC c'est de 35 à 80, et AB intensive, j'appelle ça comme ça, bon, on peut appeler ça comme on veut, c'est du coup de 80 à autant que vous voulez. Et en fait, là par contre, on voit que globalement, la marge, bah, en fait, elle est beaucoup plus regroupée. Donc, vous voyez, l'idée un petit peu derrière tout ça, c'est de dire qu'il y a des, encore une fois, je l'ai dit aussi un petit peu avant, il y a des cultures, un blé pur, on sait que c'est assez sensible au labour. Par contre, en fait, il y a plein de cultures qui arrivent à faire du semi-direct bio et à avoir une marge qui est pas très loin de la marge avec beaucoup de travail du sol. Vous voyez? Donc il y a quand même une petite augmentation hein, de 500 à 579, mais la tendance, elle n'est pas très importante. Et, euh, et vous voyez, quand on regarde les schémas, on se dit que bon, bah, les trois boîtes, elles se ressemblent un peu. C'est juste que celle de droite, elle a beaucoup plus d'individus et de points, donc elle est un peu plus éclatée que l'autre, que les deux autres, mais au final, elles sont quand même centrées un peu de la même manière, quoi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, 550 ITK sur 12 ans, quoi. Et Il y a donc une après, question ouais. d'Olivier. Vas-y, Olivier. On t'entend pas, t'as le micro coupé. Excusez-moi. Oui, c'est marge, tu dis marge là, mais c'est marge brute, marge nette? Alors nous, on appelle ça la marge semi-nette. D'après ce qu'on a vu, c'est vraiment, comme je l'ai dit au début, c'est charge, enfin produit moins charge mécanique moins charge opérationnelle. Donc on n'a pas de prime dedans, on n'a pas voilà, c'est un aspect très à l'itinéraire technique quoi. Donc il n'y a pas la main-d'œuvre, notamment. On est en train de travailler maintenant à intégrer la main-d'œuvre. Voilà, en prenant, je sais plus, 22 euros de l'heure ou 26 euros de l'heure, je sais plus, 25. Voilà, on peut faire plein d'autres calculs. Bon, là, c'est voilà, vraiment charge OP, charge méca, produit, marge, quoi. Il y a une question de Jean-François. Ouais, je voulais savoir si au niveau propreté des cultures, si bah, s'il y a une observation qui est faite, si les sols restent à peu près propres ou s'ils ont tendance à se salir, Hmm. avec, Eh suivant la technique. ben, ouais, et ben là, c'est un peu la même question, Jean-François, désolé, un peu la même réponse que sur le côté sol. C'est-à-dire que pour l'instant, en fait, on fait du suivi, évidemment, on regarde, donc je vais pouvoir te dire ce que je ressens globalement avec le groupe depuis les 10 ans qu'on bosse là-dessus, mais on l'a pas relié, on l'a pas mesuré, et je peux pas le relier à des chiffres, quoi. Mais donc un peu comme le sol et tout. Et du coup, nous, globalement, ce qu'on voit, ce que je peux vous dire, l'anecdote, c'est que quand je suis arrivé il y a 10 ans, dans le groupe, ils disaient le non-labour en bio, ça marche pas, on a essayé, ça marche pas. Et donc déjà, ces chiffres-là, ils remettent en cause ça. Parce que même si là, on a vu sur le blé, c'était quand même, il y avait une tendance, on voit sur ce graphique-là et tout à l'heure la marge en fonction du STIR, qu'en fait, on peut tout à fait faire du semi-direct en bio et avoir une marge tout à fait pertinente. Et faire du non-labour en bio également. Donc du coup, c'est intéressant. Donc déjà, la vision entre aujourd'hui dans le groupe et il y a 10 ans a évolué, et les membres ont aussi évolué, évidemment. Et du coup, quand je suis arrivé, en fait, tout le monde labourait et il n'y avait que des dicotes. Donc il n'y avait que des problèmes de moutardier, vesse, comment dire, coquelicot, rumex, des choses comme ça, quoi. Et une petite exception d'une graminée, mais on sait qu'elle est la folle avoine, on sait qu'elle résiste au labour pour une raison particulière. Et grosso modo, dans tous les groupes ACS de France et j'imagine du monde, on sait que quand on fait du non-labour, on a des graminées qui arrivent, quoi.
Ça, c'est assez connu, et y compris sur le maïs. Moi, j'avais jamais vu de panique CTR digitaire sur du maïs, alors que les techniciens conventionnels qui font du suivi phyto en maïs non labour, je sais pas quoi, il y a plein de problèmes de PSD. Moi, j'avais jamais vu de problème de PSD sur des maïs, quoi. Et je voyais pas de problème de raigra du tout dans le groupe. Et aujourd'hui, justement, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, eh ben, sur notamment des cultures comme le colza, eh ben, il y a plusieurs membres du groupe qui sont de plus en plus embêtés par le raigra, alors que c'était un sujet qui n'existait pas avant, quoi. Donc voilà, après, j'ai l'impression, pour moi, de toute façon, il y a une phrase, hein, on dit souvent en agronomie qu'on a les adventices qu'on mérite. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une histoire d'écologie et de sélection naturelle. Si vous faites tout le temps le même travail du sol, donc que ce soit tout le temps du labour ou tout le temps du semi-direct, vous allez sélectionner les adventices qui sont adaptés à ce système-là. Donc voilà, ça paraît logique qu'avec une évolution du travail du sol, il y a une évolution de la flore adventice. Pour moi, une des solutions, et c'est la conclusion globale, comme ça pour ceux qui veulent aller faire la sieste, voilà. La conclusion, en fait, c'est que pour moi, en bio, faut pas dire le labour c'est bien, le semi-direct c'est bien ou quoi, c'est que le labour, faut comprendre à quoi il sert, quels sont ses intérêts, ses inconvénients, et quand est-ce qu'il est pertinent. Le non-labour, pareil, quand est-ce qu'il est pertinent, quelles sont ses limites, etc. Et le semi-direct aussi, il est possible, il est même super performant en bio, mais pas tout le temps. Voilà. Et je vais venir sur des itinéraires techniques un peu plus concrets là. C'est vrai que c'est beaucoup de chiffres. Et, euh, et du coup, bah, en fait, pour moi, c'est ça la question. J'ai l'impression que ceux qui arrivent bien, c'est aussi les agriculteurs qui savent un coup labourer quand c'est nécessaire, un coup faire du non-labour avec des dents quand c'est nécessaire, et un coup faire un SD quand ça peut passer. Et en fait, eux arrivent assez bien à gérer les choses, quoi. Je sais pas si ça répond à ta question, Jean-François. Ouais, c'est bon. Ouais. Et le but, Merci. pareil, ce serait d'essayer de suivre sur plusieurs campagnes la tech éco, mais aussi le sol et aussi les adventices. Mais le problème des adventices, c'est qu'on sait que si tu fais une culture, bah, un blé puis un maïs, bah, en fait, tu vas pas avoir les mêmes adventices qui vont s'exprimer. Donc en fait, du coup, tu vas dire je dis une bêtise, mais tu vas pas dire au maïs à la deuxième année, ah bah oui, bah là, on n'a plus du tout de coquelicots. Oui, bah c'est parce que c'est un maïs, quoi. Donc c'est ça toute la difficulté. Du coup, il faudrait presque avoir, si tu as une rotation de 6 ans, bah, faudrait attendre 18 ans pour faire des conclusions. Presque 3 3, vous voyez, donc c'est pour ça que c'est quand même un boulot qui est hyper important, qu'on essaye d'enclencher, mais qui n'est pas facile, quoi. Voilà, c'est l'histoire de multiperformance. Donc en gros, on a pris des critères un peu, on s'est dit, bah, serait performant un itinéraire qui aurait une marge supérieure à la moyenne, un temps de travail inférieur à la moyenne, une consommation de fuel inférieure à la moyenne, et voir s'il est abaissé ou pas abaissé, quoi. En gros, on a fait 4 groupes. Donc, si vous voulez, je reprends. Le groupe AB tout en bas, c'est 100% des itinéraires. Donc, c'est tous les groupes, ils sont tous en bio. Enfin, tous les ITK sont en bio. AB performants, donc c'est ceux qui sont, on s'en fiche du STIR, on s'en fiche de l'intensité de travail du sol, mais ils sont performants en temps, en fuel et en marge. ABC, c'est ceux qui respectent juste le critère de 80. Et ABC performant, c'est ceux qui respectent les 4 critères. Donc, les 3 critères économiques, GNR et temps, plus le critère de STIR, de travail du sol. Vous voyez? Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'on voit que déjà les AB performants, quand même, ils ont une marge donc assez intéressante, là, à 1000 euros, qui est 2 fois supérieure à la marge du groupe global. Mais ce que je trouve, moi, assez intéressant, en fait, c'est de comparer, même si pareil, je voudrais creuser ce sujet encore plus longtemps, mais en fait, si on regarde les 2 lignes du milieu, en fait, on voit qu'il y a des, comment dire, les AB performants, en fait, vous voyez, eh ben, ils ont en GNR, ils ont 58 litres de GNR, alors que le groupe ABC est à 55, et ils ont 2,7 heures par hectare pour 2,8 en ABC. Donc, en gros, si vous voulez, l'idée derrière, c'est de dire que pour faire de l'AB performant, tu es obligé de réduire ton travail du sol. Vous voyez? C'est ça, il faudrait faire, d'ailleurs, je pourrais faire le STIR moyen, c'est ça que j'aurais dû faire, ouais. Bon, voilà, faire le STIR moyen du groupe AB performant. Donc, on est obligé de réduire le travail du sol pour faire de l'agriculture bioperformante, d'un point de vue temps de travail, fuel et économie. Par contre, le groupe ABC, vous voyez, 535, eh ben, en fait, il se retrouve un petit peu inférieur au groupe AB global. Ça veut dire qu'en fait, il y a quand même aussi des katas en ABC. Et donc, du coup, moi, ma logique, c'est de dire, donc aujourd'hui, en fait, il faut réduire le travail du sol. On peut le faire sans prendre de gamelles. Par contre, on peut le faire en prenant des gamelles. Et ça, enfin, de toute façon, tout le monde le sait.
Mais du coup, pour moi, dans le groupe ABC, vous voyez, il y a des gens qui ont mal réduit leur travail du sol, et c'est facile à dire hein, pour moi. Moi, je suis à mon bureau, il fait chaud et tout. Enfin, voilà, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais pour moi, c'est ça un peu la conclusion. Ils ont réduit le temps de travail, le travail du sol, mais quelque part, ils se sont pris quelques gamelles. Et, euh, et sur l'ABC performant, on voit qu'on remonte en marge, vous voyez, parce que du coup, bah voilà, c'est de l'ABC qui est bien fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et mine de rien, on arrive à 7,5%, donc ça, c'est un petit 10%. Donc, vous voyez, mine de rien, dans tout l'échantillon, sachant qu'il y a des agris qui ne voulaient pas faire d'ABC, hein, il y en a, c'est leur objectif, mais d'autres non. Et ben moi, je trouve que c'est déjà un super résultat de dire qu'on est presque à 10% d'ABC performants, donc de réduction du travail du sol qui sont très performantes parce que vous voyez, on passe d'une moyenne de marge de 500, 600 à 840. Donc c'est de l'ABC qui est tout à fait, bah voilà, tout à fait pertinent, quoi. Voilà, donc c'est peut-être un peu compliqué ce que je vous montre, mais je sais pas. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Aussi, je Question de refais. Jean-François. Merci Jean-François. Euh, je voulais savoir, c'est par rapport à ceux qui sont performants en ABC, si ça leur a demandé de modifier leur rotation. C'est-à-dire que Mm. des fois, en fait, on veut, avec la même rotation qu'on a, en fait, elle n'est pas adaptée pour réduire le travail du sol. Ouais. Bah, en fait, il faudrait que j'aille regarder exactement qui est derrière ABC Performance, que j'ai pas eu le temps de faire. Mais globalement, c'est clair que nous, les gars dans le groupe, comme je vous dis, le groupe, c'est ça que moi je trouve super, c'est qu'il y a de tout. Il y en a qui, donc élevage, pas élevage, machin. ABC, c'est ma passion. ABC, je m'en fiche. Donc c'est super d'avoir tout ça. Et, euh, et du coup, c'est clair que de toute façon, ceux qui s'intéressent à l'ABC, eh ben, ils se questionnent effectivement sur leur rotation et ils font des modifications de rotation, effectivement. Donc là, je pourrais pas dire en lien avec ce tableau, parce qu'encore une fois, je peux pas le prouver, enfin, quelque part, mais en tout cas, dans mon accompagnement, je vois que clairement, oui, ceux qui vont bien réussir l'ABC, c'est des gens qui se posent plein de questions, qui regardent bien leur sol, qui regardent bien leur adventice et qui, en fait, sont bons en agronomie, on pourrait dire. Et du coup, forcément, pour moi, ça passe par une modification de la rotation. Il y a un mot aussi très important en ABC que j'ai pas dit, et c'est que j'aime bien dire que en fait, des fois, on dit qu'on réduit le travail du sol, mais si jamais en fait, il y a aussi souvent en bio, on dit la nature a horreur du vide, c'est-à-dire que je laisse un sol nu, si jamais je travaille pas, bah, les adventices elles vont venir. Donc en fait, il y a l'idée aussi d'intensifier au niveau végétal, donc de faire plus d'associations, de faire plus d'engrais verts, plus de biomasse tout le temps. Et moi, j'aime bien dire dans l'espace et le temps, parce que dans l'espace, ça veut dire qu'au lieu de faire du blé pur, bah, c'est de passer sur du blé févrole, peut-être, c'est ça aussi l'option, évidemment, ou du blé févrole plan de campagne, on peut en travailler, en reparler. Et puis derrière, bah, voilà, faire même des engrais verts courte durée, voilà, entre par exemple une févrole et un blé, on récolte la févrole en début juillet et le blé, on le sème en octobre, par exemple. Bah, là, au début, en itinéraire bio, on se dit, je vais pas semer un engrais vert. Et pourtant, je pense que ça a vraiment une importance, et peut-être de faire un petit scalpage pour virer les rumex et puis semer un engrais vert. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Et effectivement, c'est une clé, la rotation, c'est la clé. Et il y a des enchaînements qui ne permettent pas l'ABC et des enchaînements qui la permettent pour la rotation. Et je vais y venir un petit peu après. Tu me redis, Jean-François, si je réponds pas à cette question aussi. Non, Et c'est bon, donc, c'est bon. Il y Merci. a une ouais. autre question d'Olivier encore. Mhm. Oui, je me disais, celui qui a beaucoup de prairies, peut-être qu'il est dans cette catégorie-là, quoi, de BC performant. Est-ce que le travail du sol, celui qui aurait que 3 années sur 10 de travail du sol et 7 années de prairie, est-ce qu'il est mélangé aux autres là ou il est Alors, là-dedans, non. C'est vrai que là-dedans, oui, pardon, protégé? j'aurais peut-être dû le dire au début. Moi, je suis que sur des itinéraires de culture. Là, il n'y a pas de prairies là-dedans. Alors, il y a des gens qui peuvent avoir des prairies dans leur rotation, mais là, je suis que sur des itinéraires de grande culture. Euh, et du coup, ce qui se passe pour le côté, ce que tu viens de dire pour moi, c'est que je vais y revenir encore une fois après sur le côté pluriannuel, c'est que si tu as 7 ans de prairie, bah, en tout cas, ton STIR, il est zéro. Donc, même si, j'en sais rien, tu fais, comment dire, 200 200 de STIR de culture sur les 3 années de culture, sur 10 années, hein, donc tu es à 600 de STIR, tu divises ça par 10, donc tu as 60 de STIR. Donc, en fait, pour moi, à l'échelle de la rotation sur 10 ans, tu es en dessous des 80 annuels. Et de toute façon, ça paraît évident que par rapport à un céréalier qui travaillerait son sol
pendant 10 ans, c'est évident que peut-être tu as eu beau le chambouler un petit peu pendant 3 ans. Après, il a eu 7 ans pour se reposer. Donc voilà, en termes de vie du sol, normalement, au niveau des prairies, c'est bien prouvé. Il y a des travaux de Lionel Rangeard, hein, je vais vous en reparler après, qui est à Dijon, hein, qui est un des spécialistes de la vie du sol et qui a comparé bio, conventionnel, ACS, etc. Et voilà, on sait qu'il y a un super effet prairie sur le sol, qui est vraiment, il y a une signature sur la vie du sol, une signature des prairies, quoi. Euh, donc voilà, moi c'est un des messages que je me dis, vu que c'est vrai que je m'attendais pas à ce que vous soyez autant bovin lait. Et, euh, et du coup, franchement, moi, mon point de vue, c'est que vous prenez pas trop la tête. C'est-à-dire que vous avez vos prairies. Si jamais il faut casser une prairie en faisant un labour, essayez de pas faire un labour déconnant. Moi, d'ailleurs, je trouve qu'on confond souvent labour et mauvais labour, hein, d'ailleurs, voilà. Et du coup, si vous faites un labour pas trop déconnant, c'est-à-dire pas un labour où vous labourez trop profond en conditions humides en mettant du fumier frais à 30 cm de profondeur, enfin voilà, toutes les mauvaises choses à ne pas faire avec un labour, et ben voilà, labourer une prairie pour la casser et faire derrière un blé enchaîné par deux autres cultures éventuellement et repartir en prairie pendant 3, 5 ans, 7 ans, bah en fait, pour moi, vous êtes en conservation du sol. Si tout le monde faisait ça, bah voilà, vous garderiez des points de matière organique, il y a du recyclage, etc., quoi. Donc il y a sans doute il y a plein de petites optimisations à faire, hein. On pourrait reparler de plein de choses. On peut parler du maïs, du fumier sur maïs qui souvent dégueule de l'azote à l'automne, qui n'est pas capté. Enfin, il y a plein de choses. Mais globalement, moi, je ferais plutôt à déculpabiliser le labour en système prairie bio, quoi. Je sais pas si ça répond à la question. Moi, j'avais une question pour compléter celle d'Olivier aussi. Les ABC performants et AB performants, justement, est-ce que tu as remarqué qu'il y avait un précédent prairie sur ces itinéraires techniques-là ou pas spécialement? Alors, non, pas spécialement sur la prairie, mais alors à mon avis, pour deux raisons. Mais encore une fois, on n'a pas tout creusé, hein, mais c'est super intéressant tout ce que vous posez comme question, mais j'ai pas pu tout faire. Mais en fait, pour moi, ça pourrait pas exister parce que quasiment tout le monde casse sa prairie avec un labour. Donc, s'il est un blé derrière prairie, il serait dans AB performant, à mon avis, parce qu'on sait que tu ferais un super blé, mais avec un labour, donc tu serais pas abaissé, tu serais pas en dessous des 80, quoi, en gros. Mais par contre, ça cracherait. Tu aurais un blé facilement avec une super marge, ce que tout le monde sait, enfin voilà. Donc voilà, pourquoi il ne serait pas dans ABC performant? Après, parce que souvent la conclusion, enfin on va revenir sur le tassement et les adventices, hein, mais ça fait qu'une heure, hein, on a 1 heure et demie, voilà. Euh, et du coup, ou plus si vous voulez, et comment dire, globalement, après les prairies, nous, on a un sol qui est quand même un peu tassé. Donc en fait, et il y a souvent quand même quelques vivaces qui traînent, des petits rumex, des machins. Donc en fait, c'est pas le précédent prairie est pas adapté pour moi à la réduction du travail du sol. Mais c'est pas trop grave puisque la prairie, elle a permis au sol de se reposer. Donc pour moi, c'est pas grave de labourer une prairie, quoi. Et c'est même presque remettre en circulation les nutriments de la prairie. Et c'est même presque un pilier de l'agronomie d'utiliser, de minéraliser ce qui a été capitalisé pendant les années de prairie et de le minéraliser avec le travail du sol. C'est pour moi une des bases de l'agriculture, quoi. Mais je viens enfin au fameux ITK performant, parce que c'est ça. Et en gros, donc là, ce qu'ils ont remarqué, les agris, et ça faisait 10 ans qu'ils avaient remarqué ça, et avec ces chiffres-là, on a pu recomprendre, enfin en tout cas enfoncer le clou et confirmer ce que plusieurs membres du groupe avaient vu, c'est que en fait, ce qui fonctionne bien en semi-direct bio ou en ABC, c'est en fait derrière une culture de printemps, plutôt type maïs sans silage ou tournesol, culture de printemps plutôt précoce, mais aussi tardive, donc aussi maïs grain ou autre, et ben en fait, c'est de faire un semis simplifié de culture d'automne. Euh, Vous voyez, là, c'est un petit peu le profil type de l'itinéraire ABC performant. Voilà, donc celui de tout à l'heure, là, la ligne du haut. Vous voyez, qui serait du coup à 1,6 passages. Pardon, c'est une culture d'hiver, une céréale associée avec un protéagineux, donc souvent un blé févrole, avec un précédent cultural en culture de printemps. 1,6 passages, donc vous voyez, c'est limité. De toute façon, en fait, on n'a pas le temps, donc c'est pas pour rien qu'en fait, on réduit le travail du sol. Il n'y a pas tout l'été pour passer son temps à faire des cures anti-rumex, je ne sais quoi. 1,6 passages.
15% seulement sont labourés, donc vous voyez la grande majorité pas labourés, 9 km/h de moyenne de vitesse, 7,5 cm de profondeur, donc vous voyez des itinéraires, c'est pas forcément les caractéristiques du labour, hein. C'est juste en moyenne on a 1,6 passages à 7 cm de profondeur et 9 km/h. Donc vous voyez c'est plutôt des dents, des choses de type un petit peu vibro, des choses comme ça. Et un faible recours tout simplement à la rotative, parce que comme vous avez vu que la rotative, on prend un barème à 50, bah, c'est un peu comme le labour direct, et en plus vu qu'elle n'a pas de réglage pour l'instant pour être abaissée, même si on pourrait la réduire la profondeur, des choses comme ça. Mais donc grosso modo, on est sur des itinéraires, c'est type vibro, semi à laver volé, semi-direct, scalpage, vous voyez, c'est des choses comme ça, quoi. Donc un semi simplifié, sans rotative et un travail du sol simplifié, quoi. Et en fait, ça, ce qui est intéressant et important, c'est que ça correspond à comment dire, à en fait plusieurs agris qui avaient remarqué que derrière des cultures de printemps, bah, souvent on était propre en culture, en adventice, parce qu'il y a eu binage et des fois travail du sol au printemps. Et en plus de ça, souvent, euh, souvent, bah, les adventices, même si on a, c'est des renoués, c'est des trucs qui sont gélifs, du kénopode, tout ce que vous voulez, la mercuriale. Donc, c'est pas des adventices qui seront gênantes dans le blé. Donc ça, c'est hyper important. Ça fait que le travail du sol, il n'est pas pertinent, il n'est pas nécessaire pour gérer les adventices. En plus de ça, un autre truc intéressant, c'est que si tu commences à trop travailler le sol, bah, tu remélanges toute ta terre et tu remets des graines de coquelicots, moutardiers, vestes, tout ce que tu veux, en au-dessus qui pourront regermer avec le blé, alors que s'il y en avait qui étaient au-dessus, elles avaient eu un maïs complet, donc elles avaient eu le temps de mourir ou quoi. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que là, les TCS, ce serait un peu contre-productif, parce qu'on remettrait des graines en germination. Le labour, c'est pareil, on sait que si on laboure après un maïs pour un blé, bah, en fait, quelque part, on vient cacher des graines de dicote de maïs et on vient les mettre dans des bonnes conditions pour qu'elles se conservent et qu'elles ressortent au prochain maïs. Et en même temps, le labour fait remonter des graines qui attendaient, qui sont des mauvaises graines du blé, qui attendaient pendant le maïs. Vous voyez? Donc en fait, le travail du sol, il est vraiment pas nécessaire et il est même délétère quelque part. Et l'autre point de vue, c'est que nous, dans nos limons, le travail du sol sur le culture de printemps, il a bien fait, enfin, il y a quand même eu un aboublissement pour que le sol se réchauffe pour le maïs, par exemple, ce qui est à mon avis le cas aussi chez vous. Vous êtes en plus des fois en montagne, donc le réchauffement du sol, c'est hyper important. Et du coup, bah, en fait, la structure, elle est bonne parce qu'il y a eu le travail du sol au printemps et la plante, elle a fait des racines. Donc la vie, elle a vécu, entre guillemets, enfin, elle a été, je veux dire, stimulée pendant le printemps, s'il y a une bonne rotation et qu'il y a à manger dans le sol, évidemment, hein. Et du coup, en fait, la structure, elle est bonne et du coup, c'est pas nécessaire et pas pertinent de travailler le sol pour mettre en place une culture d'hiver à ce moment-là. Et c'est encore une fois presque même délétère parce que si je travaille le sol, je vais recréer, je vais fragiliser la structure qui était déjà correcte. Elle était correcte, mais entre guillemets, je viens de la déstabiliser et du coup, elle est plus fragile vis-à-vis de l'hiver. Et nous, on a des limons qui sont fragiles pour l'hiver, donc il ne faut pas qu'on les déstabilise avant l'hiver. Donc en fait, sur cet itinéraire technique, culture de printemps suivie d'une culture d'automne, et ben en fait, nous, on arrive à la conclusion que c'est des ITK ABC performants et agronomiquement, on peut l'expliquer justement comme ce que je viens de dire. Et du coup, c'est même moi aujourd'hui, c'est presque un peu provoque, mais je dirais que pour moi, je conseille de faire de l'ABC, voire du semi-direct, dans un enchaînement, par exemple maïs ensilage, blé, ou même maïs grain, blé. Blé févrole, du coup, si possible. Est-ce que ça éclaircit un peu, ça met un peu de concret? Il y a une question d'Olivier. Oui, alors ça, c'est un sujet, je me suis posé la question il y a moins d'un mois, donc j'étais dans une configuration derrière mes grains où, où j'avais pas la solution, c'était un peu trop humide. La seule solution, c'était d'attendre le printemps, ce qui annonçait de la pluie. Du coup, à contre-cœur, j'ai relabouré un maïs qui avait été labouré au printemps. En fait, l'idée, c'était de remonter de la terre, parce qu'on a quand même un petit peu d'argile, remonter de la terre Un peu plus sèche. intéressante pour semer, parce qu'en Ouais. fait, en surface, c'était encore un petit peu ce qu'on appelle glacé, quoi. C'était un peu humide et on n'aurait pas pu. Ouais, il Alors fallait semer à la volée et rien faire, quoi. et Et bon, c'était un peu risqué. c'est hyper intéressant parce que pour moi, là, en fait, il y a, pour moi, il y a quatre intérêts au labour, avec plein d'inconvénients. Mais en fait, ces quatre intérêts, déjà, il a été inventé, moi j'aime bien dire ça, dans plusieurs zones du monde, hein, en Chine, en Europe et en Amérique latine, à peu près au même moment, il y a 2000 ans, à trois endroits différents. Donc ça veut dire
pour moi, qui répondait aussi à des objectifs des agriculteurs à ce moment-là. Et c'était pour désherber des mauvaises herbes. Donc, un des premiers trucs, c'est qu'il met les herbes au fond. Et on va en reparler. Mais en fait, pour tout ce qui est graminé, c'est efficace. Pour tout ce qui est dicote, c'est complètement inefficace. Donc, moi, je trouve ça intéressant. Des fois, on dit le labour, il désherbe. En fait, il désherbe pas. Enfin, c'est faux. En fait, il est bien contre certaines choses et pas bien contre d'autres choses. Après, bon, évidemment, il coupe il désherbe aussi en coupant les racines de rumex, des choses comme ça, les rhizomes, tout ça. Donc ça, c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est qu'il mélange la matière organique. Enfin, pour mélanger du fumier, ça va faire une incorporation plus efficace que des dents. Il faudra 2 ou 3 passages de dents pour avoir l'équivalent d'un labour, avec bien sûr les réglages du labour importants, rasette, tout ce que vous voulez, profondeur et tout. L'autre intérêt, c'est qu'il va émietter le sol. Donc ça, il fait comme tous les travaux du sol. L'objectif, c'est d'émietter le sol pour qu'il y ait de l'oxygène, de l'aération. Mais pour moi, dans ton exemple, c'était pas nécessaire. Par contre, un dernier chose qu'on oublie souvent sur le labour, c'est effectivement quand c'est gadouillou en haut, on peut aller chercher de la terre ressuyée en dessous. Et aussi, quand c'est trop sec en haut, on peut aller chercher une terre fraîche en bas, quoi, entre guillemets. Vous voyez, en inversant les horizons, on peut trouver une terre qui est adaptée à un lit de semences, en fait. Donc du coup, moi, par rapport à ce que tu as dit, je saurais pas dire, tu sais, c'est pas facile de dire c'est pas bien, c'est bien. En tout cas, je comprends ta logique d'aller chercher de la terre, un bon lit de semences au fond. Après, je sais pas combien tu as labouré, tu as dit la profondeur? Euh, Assez classique, hein, on était 20, bien à 25. 20 quand même. 20, Ouais, non, pas voilà. 25, non, non, 20. 20, ouais. Et donc On du essaye de coup, faire le moins profond possible, mais qu'avec les cannes de maïs, on voulait avoir les cannes de maïs qui soient pas trop apparentes pour alors, semer, quoi. Pour pas ouais, ramasser avec le ouais. semoir. Bah, moi, ce que je pense de l'itinéraire, encore une fois, c'est pas facile. On est devant un ordinateur. Voilà, je te dis ce que j'en pense, mais voilà, peut y avoir une info que j'ai pas et qui fait que ce que je dis, c'est pas pertinent. Pour moi, justement, pas nécessaire de désherber parce que t'avais, à mon avis, pas d'adventice gênante pour ton blé. En labourant, tu as remonté des graines de dicote que tu verras peut-être dans ton blé. Je sais pas si tu les vois en ce moment ou pas. Comment dire, en enfouissant les graines de maïs, tu vas créer une fin d'azote dans ton sol qui va être négative pour le blé. Et du coup, aussi, ça c'est important. En fait, laisser les cannes de maïs en superficie, c'est mieux pour éviter la fin d'azote en sortie hiver que de les mélanger au sol. Comment dire, et du coup, au niveau de la structure, à mon avis, tu avais une bonne structure et tu l'as déstabilisée. Et du coup, elle va être plus sensible à l'effondrement en hiver. Après, il y a un autre point hyper important et on va pouvoir en discuter, c'est est-ce que tu as fait un semis en combiné rotative ou semi-inerte? Oui, rotative, mais j'ai réglé qu'elle travaillait vraiment 4-5 cm, quoi, minimum. Ok, donc là, bon, déjà, c'est mieux que si elle prenait 10. Et tu sais à combien de contours Et elle les était? disques, et c'était... Ah, les tours? Le contour de la rotative? Euh, Normalement, elle tourne à 1000 tours, donc là, je l'avais réglé à 750 par là. Ouais, ok. Parce que justement, nous, on voit que par rapport, il y a plusieurs agris qui travaillent sur ce sujet-là, et du coup, ça correspond un peu avec ces histoires de STIR. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on fasse une formule pour la rotative. C'est qu'en fait, il y a des agronomes, des agriculteurs, enfin moi, tout converge pour dire qu'au final, on dit que le trop de travail du sol, c'est pas bien, et c'est clair. Mais en fait, on a souvent montré du doigt le labour, et le labour, quand il est mal fait, évidemment, il n'est pas bien, hein, ça comme tout ce qui est mal fait. Mais par contre, en fait, un des vrais problèmes, c'est la rotative. Dans nos limons, en tout cas, je ne connais pas assez vos sols, mais nous, on travaille trop à la rotative, trop puissamment, trop profondément. Et du coup, j'ai plein d'exemples là-dessus, mais j'en donne qu'un. Un agri qui a testé suite à l'intervention d'un gars sur ce sujet-là, enfin bref, on travaille pas mal ça. Et un agri qui a testé l'année dernière, on a eu beaucoup de pluie, et qui a fait une rotative à 500 tours dans son champ. Et ses voisins avaient fait 1000 tours comme tout le monde, comme tous les ans. Et en fait, il disait que pendant la gadoue de début d'année, là, début 2025, là, janvier-février, il voyait que ces sols, ils absorbaient l'eau, alors que les sols des voisins, ils étaient tout glacés et ils étaient, voilà. Et du coup, en fait, on peut faire un labour qui est pas si violent que ça, mais moi, je connais des agris, par exemple, qui sont en bio depuis longtemps, qui connaissent très bien les grandes cultures, donc des fermes en bio depuis 20, 30, 40 ans, des choses comme ça. Et on a plusieurs, sur nos limons en tout cas, qui disent, je fais un labour, mais un labour pas trop bourrin, et derrière, je reprends au vibrosème sème doucement et je fais pas, il n'y a pas d'outils animés sur la ferme parce que c'est les outils animés qui déstructurent le sol.
Et après, d'autres agris qui disent l'outil animé, en fait, ça dépend à quelle vitesse tu le passes, le contour, la vitesse d'avancement, la profondeur. Effectivement, une rotative à 4-5 cm avec un contour à 500 tours minute et où tu roules assez vite au niveau du tracteur pour, et ben, la terre est beaucoup moins mixée que 10 cm de profondeur, 1000 tours minute et je roule bien lentement de manière à bien émietter, quoi. Il y a un agronome qui disait, agriculteur, agronome, chercheur du nord de la France, Thierry Tétu, qui est très intéressant, je trouve, et il disait qu'en fait, globalement, nous, chez nous, on travaillait nos blés comme si on travaillait pour faire des patates. Et il dit, vous n'avez pas besoin de ça. Il y a aussi l'histoire des dents de la rotative. Il dit qu'il faudrait avoir des dents cylindriques. euh, et alors que nous, souvent, on a des lames, on a des couteaux, en fait, des dents plates, vous voyez, donc qui ont plus d'agressivité qu'un doigt cylindrique, quoi. Donc il y a plein de choses autour de ça, quoi. Mais Dans voilà le un peu ce passé, que je... dans le Ouais. passé, on avait les herses alternatives et je me rappelle qu'à cette époque, c'était un peu avant la herse rotative et on redoutait à l'époque, la génération d'avant redoutait la herse rotative, ce qui disait que ça faisait ça, et ça faisait comme une semelle en fait. Bah, en Tournait fait, vite ça dans fait... l'humidité, ça fait une Voilà, tout semelle. est déstructuré. Donc pour les cultures de printemps, ça passe, puisqu'il y a la plante qui vient, il y a les racines qui stabilisent tout ça. Et souvent, alors sauf quand il y a un gros orage, c'est une vraie question là-dessus d'ailleurs, par rapport au strip-till, tout ça. Mais, euh, mais par contre, pour une culture d'automne, nous, on sait qu'il faut faire du blé, il faut faire du moteux dans un limon. Parce qu'en fait, l'automne et l'hiver va faire fondre ça. Et en fait, on va faire du moteux et c'est les mottes qui vont faire le squelette du sol. Parce qu'il n'y a pas d'argile et pas de sable. Donc ça, c'est la base. Et effectivement, tu as raison. Et d'ailleurs, moi, je trouve ça intéressant. On dit en ACS, les gens, ils disent oui, et il y a plein de gens qui disent on a perdu des points de matière organique, c'est la cata et tout. Et ils l'attribuent au travail du sol. Mais en fait, la dégradation des sols et des points de matière organique et tout, elle est venue avec le fuel et pas avec le travail du sol. Puisque le travail du sol, pour rappel, il a 12 000 ans hein, quand même. Et le labour, il a 2000 ans. Donc, du coup, en fait, le problème, c'est, moi, j'aime bien montrer des photos. Il y a des peintures de l'an 1000, de labours de l'an 1000 à cheval. Bah, en fait, c'était pas des labours à 25, quoi. Je sais pas, pour moi, c'était des labours à 10, 12, 15 cm max, comme, à mon avis, il peut être pertinent de faire. Pas tous les ans, des fois, faut pas le faire. Mais voilà un petit peu l'idée, quoi. Ce serait la charrue des chômeuses alors. Alors ça, donc il y a tout un sujet là-dessus. Moi, je peux vous dire, en gros, les retours de notre groupe, euh, la charrue des chômeuses, c'est une vraie question. En gros, donc nous, il y a plusieurs gars qui utilisaient la charrue des chômeuses. Moi, ce que je trouvais un peu bizarre des fois, c'est que je voyais des labours de charrue des chômeuses où on aurait dit un passage de déchômeur. Et en fait, je me disais, bah, c'est quoi l'intérêt d'avoir un déchômeur, une charrue classique et une charrue des chômeuses? Et en fait, c'est que si jamais, pour moi, si on laboure, c'est qu'on veut un retournement. Donc en fait, il faut avoir une charrue qui permette, ce qui n'est pas le cas de toutes les charrues, une charrue qui permette un vrai retournement. Si elle ne permet pas un vrai retournement avec rasette, en fait, mieux vaut passer des dents. Euh, et du coup, il y a plusieurs marques intéressantes et on a fait une petite démo d'une charrue d'Amblon du nord de la France là. Alors après, je fais un peu de pub, mais peut-être il y a d'autres charrues aussi bonnes et tout, mais où ils ont tout un discours sur leur versoir, sur tout un tas de trucs, tout un tas de réglages. Et du coup, c'est vraiment un monde, hein, le monde de la charrue. Moi, je suis technicien, je suis pas agri, donc c'est aussi un peu la limite de mes compétences. Mais en fait, pour moi, leur charrue, là, la Damblon, ils la garantissent, c'est un labour bien fait, donc un vrai retournement avec rasette à 12 cm. Et pour moi, c'est pas la même chose. Ça, ce serait le vrai labour agronomique. Et alors qu'il y a des charrues agronomiques où c'est des petits versoirs qui font juste des demi-retournements. Et en fait, par exemple, j'ai déjà vu des prairies, j'ai des photos de prairies labourées avec ça, et ça fait des traits verts. On dirait qu'on vient de semer la prairie, alors qu'en fait, on vient de labourer la prairie. Mais vous imaginez bien que les traits verts, les lignes, bah, ils vont repartir. Donc en fait, pour moi, l'objectif, il n'est pas atteint. Parce que si le but, c'était de cacher le vert au-dessous, bah, ça n'a pas fait, quoi. Donc du coup, il y a Ben, oui, beaucoup n'ont pas de rasette, hein, des charrues des chômeuses, pour moi, n'ont Eh pas de rasette. ben, ouais, bah moi je pense que Je suis content de c'est savoir que ça existe avec une rasette. Ouais. Moi, je pense que c'est une erreur parce que si on laboure, le but c'est de scalper le dessus et avec la rasette de le mettre au fond. Mais après, il y a des jeux vous le savez mieux que moi, hein, des jeux en fait, comment dire, en fonction de la largeur comment dire, de la charrue, en fait, souvent, c'est pas possible de faire un bon retournement à faible profondeur. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une histoire de retournement. Et donc, souvent, si vous voulez un vrai retournement, vous devez labourer à 20. Et si jamais vous labourez que à 15, en fait, le versoir ou comment c'est conçu la charrue ne permet pas, il n'y aura pas un retournement complet. Et pour moi, ce qu'il faut, c'est un vrai retournement complet, mais à faible profondeur.
Et donc là, encore une fois, j'imagine il y a 10 000 charrues, 10 000. Là, Damblon, il disait qu'ils avaient, je sais plus, 19 types de versoirs. Enfin, vous voyez, on a discuté du versoir hélicoïdal et ses défauts, versoir cylindrique et ses défauts. Eux, ils ont un versoir cylindro-hélicoïdal. Hyper intéressant. Il me réexpliquait, moi je pensais à la bétonnière. Vous voyez tous dans une bétonnière, quand ça remonte, et ben ça tombe. Et en fait, le labour, c'est ça l'objectif, c'est que ça monte et ça tombe, et c'est comme ça qu'il émiette. Donc il retourne, mais en fait, en tombant, il y a un émiettement, et c'est ça qui permet d'avoir une oxygénation. Et le gars, il disait qu'il y a certains, les versoirs vraiment hélicoïdaux, ils prennent de la terre, ils la concentrent, ils la tassent en fait dans leur versoir, et ils la reposent telle qu'elle. Vous voyez, elle fait un tour complet. Et donc en fait, elle est presque plus tassée au début qu'à la fin. Vous voyez, elle a été retournée, mais sans être émiettée. Et donc le labour, il doit retourner et émietter aussi. Donc il y a vraiment une histoire de rasette, de. Enfin bon, il y a plein de choses et je ne peux pas rentrer dans les détails tout simplement parce que je ne suis pas assez calé pour. Mais voilà, si ça vous intéresse. Et il y a des démos du Feeble qui ont été faits hein, sur Internet, il y a des essais de charrues hein, sur YouTube. Et je sais qu'ils se disaient qu'au final, le mieux, c'était une charrue normale, mais qu'on sait bien régler. Une bonne charrue, bien réglable, bien réglée, tout simplement. Ça a suscité pas mal de questions. Il y a 2 questions, donc je vois que c'est d'abord Jean-François qui a levé la main, si tu veux poser ta question. Après, ça Ouais, sera Xavier. moi, j'ai plusieurs remarques par rapport au labour, au travail du sol en général. Des fois, on a un peu la manie du trop propre, trop bien fait, puis en fait, on fait mal, quoi. Oui, C'est vrai que l'automne, des fois, quand c'est un travail un peu grossier, bah, c'est d'aspect visuel, c'est pas joli, mais j'ai l'impression que c'est c'est beaucoup mieux. plus performant qu'un truc vraiment nickel, et affiné, plat. Et au final, il y a peut-être moins d'égouttement l'hiver, ça reste plus dans l'eau. Mm. Par rapport à Olivier, là, tu disais, tu as labouré un peu profond pour pas retrouver de canne de maïs. Enfin, moi, j'essaye de faire l'inverse, bah, surtout après les engrais verts. Moi, là, j'ai labouré des engrais verts et ça restait peut-être 15% de l'engrais vert qui n'était pas enterré, quoi. Enfin, moi, ça me gêne pas, au contraire, j'aime mieux. Voilà. Et puis, par contre, je voulais savoir si vous aviez un peu de recul par rapport à ces machines à bêcher. Non, désolé, j'en entends parler, mais je peux pas, j'ai pas de recul. On a, nous, sur le terrain, hein, franchement, il n'y a que des rotatives. Hein. Euh, D'accord. Dans le département, je sais que dans le Maine-et-Loire, c'est un peu plus argileux, ils ont des choses un petit peu différentes. Et des fois, des gars disent, il y a longtemps, on avait autre chose. Mais nous, traditionnellement, enfin, traditionnellement, depuis, je pense, quelques décennies, c'est la rotative parce que le tracteur, il peut la tirer, il a, je sais pas combien de chevaux de vent et ça passe dans toutes les conditions. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi que, en fait, il faut faire du travail grossier pour une céréale dite d'automne et d'hiver. C'est clair. Mais en fait, on peut le faire en labourant ou sans labourer. En fait, les deux sont possibles. C'est Ouais. pas, en tout cas, c'est la reprise. En fait, je me dis que c'est le plus important, c'est plus la reprise. En fait, vous voyez, la finition, quoi. Est-ce qu'on finit à fond ou est-ce qu'on laisse grossier, quoi? Ouais, ouais. J'ai l'exemple, je vous le dis, j'ai un oncle, il a 95 ans aujourd'hui, et lui, il travaillait encore un peu au cheval, et il Mhm, m'avait dit, un automne, il avait semé, et il disait, les graines étaient mal cachées, mhm. et sur une partie de la parcelle, il a repassé avec son cheval et puis une herse pour cacher les graines. Ah, il m'a dit, c'était plus vilain que la partie où j'ai rien fait. Donc, Bah oui, oui. Bah, ça, ouais, ça m'étonne pas. Après, il y aura toujours des contre-exemples, hein, mais globalement, je pense que beaucoup, enfin, pas mal de choses convergent vers ça, scientifique, technique, pratique des agris, enfin, vraiment. Est-ce que je continue ou il y a d'autres questions? Il y avait une question de Xavier, ouais. Ouais, bah, plutôt ouais, une remarque ou un questionnement que je me fais. J'ai tendance, plutôt quand mes parcelles étaient soles, surtout après une céréale, on a pas mal d'ambroisie chez nous, ce que vous avez peut-être pas encore Non. dans l'Ouest. Ouais. J'ai tendance à labourer les parcelles soles et je m'aperçois que même si ça fait un steer qui est pas forcément meilleur, mais que j'arrive plus facilement à avoir quelque chose de propre. Le fait de faire lever, de brasser, d'échaumer 3-4 fois en deux céréales à la paille. Et moi aujourd'hui, j'ai l'impression que le gros inconvénient de la charrue, c'est ça, c'est de cacher des graines en profondeur et de se retrouver
de se retrouver avec quand on les ressort pour une Plus culture de tard. printemps où je fais Ouais. mes cultures de printemps avec labour avant. Eh ben oui, bah c'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, c'est un gros sujet qu'il faut avoir à l'esprit. C'est que le labour, il y a plein de gens qui disent, des spécialistes des adventistes, qui disent qu'en fait, il permet, et là l'ambroisie, je suis pas spécialiste, mais c'est une dicote, donc j'imagine qu'elle se conserve bien dans le sol comme la plupart des dicotes. En plus, c'est une petite graine qui a l'air d'être huileuse, donc c'est vraiment ce qui se garde le top, hein, plusieurs décennies. Euh, et du coup, effectivement, le labour va cacher la graine d'ambroisie. Admettons, il y a de l'ambroisie plus dans vos maïs, j'imagine. Même dans les blés? Ouais. Ah, dans les blés, ok. Bah, dans les Et blés, mais dans les blés, ils sont à la moisson, ils ressortent surtout à la moisson. ouais, voilà, ouais. Mais c'est clair que du coup, je pense Tant que qu'il n'y a pas de lumière, on n'est pas trop l'idée, embêté. ouais, l'idéal, c'est les graines, en fait, ce qu'il faudrait, le top, ce serait plutôt de les laisser au sol, parce qu'au sol, elles peuvent mourir de chaud, elles peuvent germer puis mourir, elles peuvent, comment dire, être mangées par des oiseaux, des limaces, enfin, en fait, il y a plein de choses, Mm. de choses vivantes ou climatiques qui peuvent les tuer, alors que si elles sont dans le sol, et ben dans le sol, c'est éprouvé, on dit que c'est un peu le frigo ou la conservation, sauf si c'est vraiment une nappe, il y a une nappe d'eau et qu'elles viennent à pourrir, mais sinon, en fait, elles sont à une température, une humidité et une protection contre les ravageurs, si on veut, qui fait que ouais, on les retrouvera quand on relabourera. Et même, ça peut être 7 ans de prairie. Ça, peut-être, il y a des agris des fois qui me disent ça. Ils me disent c'est n'importe quoi tes histoires de rotation. Parce qu'en fait, des fois, après 7 ans de prairie, on laboure et on se retrouve avec plein de dicotes. Donc, moi, sur le terrain, Mm. je connais des agris qui ont des problèmes. Ils ont des longues prairies et ils labourent pour un blé et paf, ils ont plein de rumex. Parce que les rumex, ils attendaient. Et en fait, les dicotes, c'est pas avec 7 ans de prairie qu'on arrive à les gérer, quoi. Et donc au final, les laisser en surface, peut-être les gratouiller, essayer de s'arranger pour qu'elles lèvent, mais c'est pas toujours le cas parce qu'il n'y a pas de flotte, elles vont pas lever. Enfin voilà, c'est aussi un compromis, quoi, effectivement. Mais ouais, je me retrouve avec ouais, avec trois gouttes des chômeurs. Si on regarde le steer, ouais, on arrive au même niveau que le labour. Et des fois, on se dit, bah ouais, on aurait fait un labour en quantité de travail du sol, en gasoil passé, on serait pas pire. Mais Bah, la question, est-ce que si c'est pour virer les ambroisies, tu veux dire tu essayes de virer des plantules d'ambroisie qui lèvent après ta moisson, c'est ça que tu veux dire? ouais, ouais, mais Ouais. pareil pour les grattes. Dans ma tête, je me dis, je sais pas si j'ai raison ou tort, hein, mais que plus je gratte, et plus il y a des petites averses, plus j'en fais germer, plus j'en détruis. Bah, en fait, c'est ça. Après, on pourrait parler longtemps de tous ces sujets-là, mais c'est vrai et pas vrai, c'est bien et pas bien. C'est-à-dire que le problème, le travail du sol, l'été, on sait qu'il est très déstructurant pour le sol, hein. Il brûle le sol, il brûle la matière organique, il brûle la vie du sol. Donc, c'est quand même à faire avec modération. Après, pour moi, si jamais ça reverdit d'adventice, eh ben, il faut pas hésiter à faire juste des tout petits scalpages. C'est-à-dire que si c'est de la plantule de raigra ou d'ambroisie, bah, ton déchômeur, je sais pas combien tu passes, mais pas hésiter à passer un déchômeur à disque indépendant, un scalper, enfin d'être vraiment à du 3-4 cm, quoi. Ça sert à rien d'aller faire un vibro à 7 cm et tout, quoi. Ah ouais, mais c'est Euh, ouais, un disque à 5 centimètres voilà, ouais, c'est ça. sur Bah, ça, moi, surface, je si trouve c'est ça ta pas mal. plombe. Ouais. Et par contre, il faut vérifier que tu as vraiment eu des levées. Parce qu'en fait, des fois, il y a des gars qui passent l'été en disant je déstocke les graines. Mais en fait, vu qu'il fait sec, et par exemple, c'est une période où la graine en question, il y a un site très bien fait, hein, qui s'appelle InfloWeb. Enfin, il y a plein de ressources pour les agronomes et les agris pour voir à quand lève quelle adventice. Et en fait, si je passe des dents, par exemple, passer des dents pour enlever des dicotes d'automne l'été, ça sert à rien. Parce qu'en fait, les dicotes d'automne qui lèvent en même temps que le blé, elles aiment lever dans du chaud et humide l'automne alors que l'été, c'est trop sec. Donc en fait, je ne vais Hmm. pas défaire mon stock de graines de blé. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, d'adventice du blé. Bah ouais. Donc c'est vraiment, voilà, il y a des cas où c'est pertinent ou pas. Et c'est un peu comme toutes ces histoires de travail du sol. En fait, moi, je me dis, il n'y a pas de bonne règle. On va y venir aussi sur la fin. Je vois l'heure qui avance. Mais en fait, pour moi, il n'y a pas de bonne solution. Et plein de gens le disent, hein, il n'y a pas de mauvais outils, il n'y a pas de mauvaise technique. Mais c'est juste, est-ce qu'elle est pertinente à ce moment-là ou pas, quoi. Voilà. Bon, je reprends le fil. Sophie a une question Il encore. y avait une dernière question, peut-être qu'on prend juste celle-ci, et après on essaye d'avancer un petit peu et on se prendra un temps à la fin si jamais il y a d'autres questions qui restent en pause. Olivier, tu voulais poser une question? Oui, tu n'utilises jamais le terme fausse mie, mais c'est ça, faire du fausse mie quand... Et puis connaître la levée de dormance des espèces, en fait. Parce que Tout souvent, à on est fait. Ouais, ignorant et oui, en fait, les plantes, pas toutes pareilles, mais il y a des familles qui lèvent au printemps, d'autres l'été, d'autres l'automne, et voilà, selon les conditions d'humidité. c'est Et puis ça. après, l'idée, est-ce que tu as une idée sur... je sais qu'il y a des agriculteurs qui font deux cultures de printemps et deux cultures d'automne. Éviter de faire un coup le printemps, un coup l'automne, un coup le printemps, un coup l'automne, par rapport aux Oui. gestions des stocks. Eh Tu as ben des oui, idées oui. là-dessus?
il y a cette technique. Après, moi, j'en ai pas tant que ça qui le font. Enfin, si. C'est un peu genre s'ils ont un souci d'adventice, voilà ça. J'ai déjà entendu plein d'agris, même en France, qui disent voilà, si j'ai un souci d'adventice de tel ou tel cycle, eh ben, je vais faire quelques cultures de l'autre cycle, donc printemps ou automne, un peu en miroir, pour essayer de réduire. Mais justement, moi, je trouve que bah, déjà, il y a la question du labour. Quand est-ce que je laboure ou pas? Quand est-ce que je remonte des graines ou pas? Et puis, il y a quand même la logique que sur les dicotes, en fait, si par exemple j'ai un souci, je dis une bêtise, voilà, d'une dicote de kénopode dans mon maïs, et ben c'est pas faire deux blés qui vont gérer radicalement le souci des kénopodes. Parce que les kénopodes, ça se garde 50 ans, 100 ans, tout le temps que vous voulez dans le sol. Et les rumex, c'est pareil dans les blés. C'est pas faire deux cultures de printemps qui vont assainir tous les blés, tous les rumex pour le blé, quoi. Donc il y a des techniques de faux semis, mais ce qui est intéressant sur le faux semis, et je continue après parce que je trouve qu'il y a Joseph Pousset qui a fait des trucs hyper intéressants sur la réduction du travail du sol et tout. C'est un agriculteur agronome de l'Orne, donc Basse-Normandie à côté de chez nous, et qui disait que souvent il y a des erreurs de faux semis où justement on va travailler à 7 cm avec un vibro, alors qu'un faux semis, pour moi, c'est une profondeur de RC tri après le maïs. En fait, vous savez tous faire le passage, le fameux passage post-semis prélevé du maïs, le passage à l'aveugle, comme on dit. Et ben pour moi, tous les faux semis devraient être de ce type-là, quoi. En fait, ils devraient être de détruire les plantules et les adventices dans le lit de semences de ma future culture. Mais essayer de déstocker du stock d'adventices, ça, je pense que c'est illusoire, quoi. Bon, je reprends et je passe certaines choses vite et puis vous pourrez retravailler ça, voilà. Bon, on a un recueil si ça vous intéresse, une trentaine de pages, plein de références, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Une formation pour les collègues, pour Luna qui n'est pas venue encore. Voilà, Eve qui a traversé la France pour venir à Laval en formation. Bravo. Et du coup, voilà, on a dit pas mal de choses, tac, tac, tac. Et du coup, je voulais montrer, mais ça m'étonne parce que j'avais pas le truc sur les. J'avais l'impression d'avoir un truc. Non, je pensais bon. En gros, je peux vous faire juste un retour, c'est que sur le pluriannuel, on commence à faire ça. Et comment dire. On commence à faire le pluriannuel et en fait on a un peu les mêmes retours que à l'échelle d'une année. Et du coup ça veut dire que en fait on est toujours un peu sur 4 ans. On a travaillé sur une vingtaine de parcelles pendant 4 ans. Sur 4 ans le STIR pendant 4 ans et on est à un STIR toujours autour de 135. Par contre on n'a quasiment aucune parcelle qui est en dessous de 80. 80 c'est un peu le seuil. Donc on n'en a aucune où on peut dire qu'on est sur 80 de moyenne en 4 ans. Après, on va continuer ce travail, on va passer là à 30 parcelles ces prochains mois. 30 parcelles et travailler sur un peu plus que 4 ans, essayer 5 ans et tout. Mais pour l'instant, voilà. En tout cas, c'est pour dire qu'on a commencé un travail pluriannuel. Et ce qui est intéressant pour répondre à une des questions probablement de Jean-François tout à l'heure, c'est qu'on s'est dit, on a pris 10 parcelles avec des petits stirs et des grands stirs sur 3 années, sur les 3 dernières années, et on les a envoyés, Lionel Rangeard, donc de Dijon, a accepté de faire une analyse là-dessus de microbiologie et pour essayer de voir si on avait une différence entre celles qui avaient du petit stir, du grand stir, du moyen stir et tout. Et voir si voilà, les 3 dernières années, ça expliquait une vie du sol plus ou moins différente parce qu'ils regardent les types de bactéries et tout. Et j'ai pas encore ces résultats-là. Par contre, on est dans un autre projet qui s'appelle Calisol Bio. On a fait plein d'analyses, aussi un peu moins poussées sur la vie du sol, mais quand même des choses sur la vie du sol, type bactéries, champignons, des activités enzymatiques, enfin des choses quand même aussi assez intéressantes et assez rares. Et là, pour vous dire, les premiers résultats, c'est qu'il n'y a pas de, j'ai pas vu voilà, de choses du type la vie du sol augmente avec le STIR qui diminue. Vous voyez ce que je veux dire? Ou le STIR qui diminuerait la vie du sol. Donc, après, c'est juste pour dire que le travail est en cours et voilà. Et après, je voulais vous présenter un petit, dans 5 minutes là qui restent, un peu plus concret, un essai chez un agri. Donc en fait, c'est juste un agri qui a fait ce fameux essai justement blé-févrole derrière tournesol avec une version TCS quasi semi-direct et labour. Voilà, je passe assez vite parce que voilà, on n'a plus trop le temps. Donc on pourrait plus dire plein de détails. Il y a aussi la date de semis qui a varié, qui est très importante. Donc le labour, c'était labour tardif, donc l'itinéraire classique chez nous. Et puis itinéraire alternatif, donc semi-direct ou semi-simplifié TCS, plus précoce, quoi. Donc on a fait plein d'observations. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a fait la tech écho sur l'essai, quoi.
Et donc, du coup, on a vu que au niveau du labour, en fait, vous voyez à gauche le produit du labour. En fait, le labour a eu moins de rendement, hein. Vous voyez 16 quintaux de moyenne contre presque 30 quintaux en SD et en TCS. Donc c'est intéressant, ça s'explique par l'année pluvieuse, mais c'est quand même intéressant de dire qu'un labour tardif, eh ben, ça déstructure le sol et c'est fragile si l'eau vient à ce moment-là, et qu'en fait les itinéraires un peu alternatifs de TCS et de semi-direct en bio, comme je vous disais il y a 10 ans, j'aurais dit bon ça marche pas, enfin voilà, les agridis ça marche pas, c'est pas possible. Bah là on voit que voilà, dans ce cas de figure, on a un rendement qui est tout à fait correct, un produit correct. Ça suit en charge méca. Le labour a les pires charges méca, la TCS intermédiaire et le SD-. Alors, il y a aussi le 100 euros de moisson là-dedans, hein, pour expliquer un peu pourquoi on est à 98, 100 ou 120 d'ailleurs, il faudra que je revoie. Et après, donc forcément, niveau marge, et ben voilà, ça fait un peu la culbute, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que le labour a peu de produits et des grosses marges, et des grosses charges, pardon, excusez-moi, et donc il se retrouve avec voilà, une marge qui est quand même bien inférieure au SD, au TCS, et c'est le semi-direct qui se trouve à avoir la meilleure marge. Et donc, du coup, vous voyez, là, on vient, moi, je trouve un peu prouver ce côté, cet itinéraire SD bio, puisque en STIR à droite, on voit, il a un STIR de 11, donc on est bien en dessous des 35. Donc, on peut dire que c'est du semi-direct bio, et pour vous dire, c'est des chômeurs à disque indépendant pour scalper les bébés Rumex qu'il y avait. Et on se disait, bah, ça sert à rien de faire du SD dans des petits Rumex, autant scalper. Enfin, vous voyez, c'est comme faire du SD dans du Regra en bio, ça n'a pas d'intérêt. On sait que ça ne marchera pas. Mais malgré le DDI, eh ben en fait, on peut considérer que c'est du SD. Et c'est un semoir Horsch Avatar à disque qui a été utilisé. Et ce qui est intéressant, c'est que les TCS, donc on voit que c'est un peu un entre-deux, qui niveau marge décroche pas du tout, hein, il est pas mal par rapport au SD, hein. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le TCS, il a fait lever plein de moutardiers, parce que justement, il a brassé le sol, et en fait, on a vu vraiment un champ tout jaune sur les bandes de TCS dans cet essai-là. Et donc moi, je me dis qu'au final, sur cet essai, d'un point de vue Adventis, marge, rendement, en fait, le SD était le plus pertinent. Voilà, et du coup, bah, un peu de conclusion. Et puis voilà, on ne sera pas très loin. On a commencé un peu en retard, mais voilà, moi je me dis on peut se donner jusqu'à 15h30 peut-être. Normalement, c'était 13h30, 15h, je pense. C'est ça, les filles? Oui, mais après, bah, si tu veux conclure, prendre le Non, temps de non, non, conclure mais et que bah, tout le monde veut rester pour la conclusion. ouais, ouais, bah non, mais quelques minutes, c'est juste, il y a encore une autre vidéo derrière. Et donc, en gros, réduire le travail du sol en bio, c'est possible, d'ailleurs, et possible EST, excusez-moi. Euh, tac, est possible et rentable. Voilà, pas tout le temps, hein. La réduction aveugle amène à des échecs de charge méca, rendement et marge. Et ça, voilà, je pense que ça a été. On sait que c'est pas si facile, bah, c'est parce que des fois, c'est peut-être réduire pour réduire, ça marche pas. Le plus important, donc, c'est la réduction du travail du sol pertinente. Et je vous montre un petit outil qu'on a fait chez nous. En fait, je me disais que le travail du sol, c'était le croisement entre la gestion des adventices et améliorer la structure du sol. Et du coup, là, c'est ce qu'on a fait avec un tableau. Et ça, c'est avec le groupe il y a presque 2 ans. En fait, on a essayé de remplir ce tableau. Et moi, je me dis, avec vos animatrices, vous pourriez essayer de remplir ce tableau en groupe et vous dire, bah, en fonction de tel type d'adventice où je connais les leviers agronomiques pertinents pour lutter contre et la structure du sol. Donc, 1, ça veut dire bonne structure, 5, mauvaise structure. Vous bosserez ça avec Luna et Eve. Et du coup, en fait, vous avez des moments où c'est pertinent de faire un semi-direct, des moments où le labour, le scalpage, enfin, il y a plein de choses possibles. Et donc, vous pourriez travailler ça en collectif, en individuel, pour différentes cultures. Enfin, voilà, après, on peut en faire plein de versions, quoi. Et j'appelle ça l'OAD ABC, quoi. Euh, Parfois, le labour, c'est le meilleur compromis. Donc, moi, j'ai plusieurs membres du groupe qui disent le labour est la meilleure réduction du travail du sol dans certains cas, parce qu'ils voient que si jamais ils veulent assurer le rendement et la marge, s'ils font du non-labour, ils vont devoir travailler plein de fois et ce ne sera pas bien. Ce ne sera pas une réduction du travail du sol. Donc, en fait, un petit labour repris et semi-direct, et ben, en fait, c'est le minimum ce qu'ils peuvent faire pour assurer le truc. Et ça peut être de l'ABC. Donc après, avec une rotation cohérente, donc où il y a un peu de prairie, où il y a des choses comme ça, pour moi, c'est tout à fait possible d'aller sur de l'ABC, donc c'est-à-dire une moyenne inférieure ou égale à 80 sur plusieurs années. C'est tout à fait possible. Voilà. Des bonnes grandes cultures bio, pour moi aujourd'hui, donc justement, c'est le SD quand c'est pertinent, les TCS quand c'est pertinent et le labour quand c'est pertinent, quoi.
Et du coup, justement, c'est TCS et non labour. Parfois, c'est l'ITK un peu bâtard, où on a des frais, on fait germer des adventices, on déstructure le sol sans retourner. Et du coup, en fait, c'est un peu le bâtard, quoi. Le semi-direct bio, au final, moi, je trouve qu'il est rarement pur semi-direct. C'est-à-dire qu'il y a souvent un scalpage avec, avant ou après d'ailleurs, parce que du coup, il y a quand même souvent des adventices qui traînent un peu gênantes. Donc, moi, je trouve que je crois beaucoup à l'ITK, scalpage plus SD, en fait. Voilà. Et après, le bon labour, on a parlé du labour tout à l'heure. Voilà. Donc, bah, écoutez, s'il y a encore quelques questions, et puis après, bah, je vous laisse tranquille. On se donne 5 minutes maximum, comme ça on clôture bien à 30. Olivier, tu as une question? Voilà, je voulais juste témoigner. En Cuma, on a un semoir direct weaving là, avec le disque incliné. Et en fait, il faut que le sol soit dur. Du coup, on a interdiction de scalper avant. Du coup, c'est assez frustrant parce que Ouais. bon, les autres, les non-bio l'utilisent, mais les bio, bah, on peut presque jamais l'utiliser. Je fais juste une culture sans risque, quoi, une moa dérobée derrière orge. C'est la seule que je réussis parce que vu que je fauche la moa, même s'il y a un peu Et d'adventice, mais ben, ça se passe assez bien, hein, ça se passe assez bien, et, mais même s'il y a et un peu d'adventice, c'est pas très fini. tu peux semer à combien de profondeur au maximum avec cet outil-là? Ah ben là, on cherche du 5 centimètres là, au mois de juillet, début Et juillet. ben, Il faut chercher la fraîcheur. Je et pense qu'on peut aller ben, au-delà. Parce qu'il y a tout le poids de la machine, c'est une grosse, c'est une 6 qui mètres pousse, ouais. là. Et ben du coup, moi, ce que je te conseille de faire, je sais qu'il y a un agré avec qui je bosse beaucoup qui trouve cette idée intéressante, et moi, je la trouve très, très séduisante aussi, c'est de faire ton semis, puis de scalper. Et à l'image justement de la fameuse hersétrie en post-semis prélevé du maïs, et ben en fait, tu peux semer un engrais vert avec ton SD et venir scalper juste après. Alors, faut pas. Et en fait, c'est même presque l'idéal, c'est-à-dire que tu scalpes juste avant l'émergence de ta nouvelle graine. Tu vois ce que je veux dire? Comme Dans pour un les jours, maïs. alors. Dans les Ah bah oui, jours, oui, 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 voilà. Donc après, en fonction de l'humidité, de ta ça va profondeur, de très ton vite. type de plante, est-ce que c'est une crucifère ou un truc plus lent? Enfin voilà. Mais moi, je crois que SD puis scalpage, c'est hyper intéressant. Parce que, Scalpage à 5. À et voilà, 5. exactement. On a l'actisol scalper, c'est Bah, pas comme mal sur ça. un maïs. Ta RC-Tri, tu sais bien, en maïs, vous êtes hyper calé là-dessus, vous faites votre semis à 5 centimètres et vous venez passer un passage à l'aveugle quelques jours plus tard avant que le maïs émerge. Et bien là, c'est la même logique, quoi. Et ça, je crois qu'il y a Ok, beaucoup d'avenir dans cet ITK-là. Et ce sera un ITK de semi-direct, moi, je considère. d'accord. Très bien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou une autre question, en fonction de la durée de la question? Non? Ok. Moi, j'avais une petite question si personne se lance. Je vais te demander, Thomas, sur tes céréales, si tu avais sur le blé, si c'était du blé moderne, du blé ancien, les deux, Et ben nous, par rapport à tes c'est calculs de rendement et de marge. Nous, c'est que du blé moderne. C'est-à-dire que je D'accord. travaille qu'avec. Enfin, on a des paysans boulangers au Sivam Bio, mais ils sont pas dans les groupes. Là, c'est un groupe plutôt filière longue. C'est des gens qui sont enfin, majoritairement en élevage ou en culture en circuit long, quoi. Avec des petits détails, hein. Mais là, c'est que de la variété moderne. Voilà. Et effectivement, c'est une vraie question. Aussi, les variétés anciennes qui sont plus hautes, plus couvrantes, du coup, réagiront sans doute différemment au non-labour, quoi. Merci pour l'info. Ah, allez, on prend une dernière question de Jean-François. Je voulais savoir si vous avez fait des essais sur des enrobages de semences pour booster un peu les semis. Parce que j'ai l'impression qu'au Ouais. niveau des adventices, on parle beaucoup travail du sol, tout ça, mais j'ai l'impression qu'une culture qui démarre vite, ben, les adventices, j'ai l'impression qu'elles ont un peu peur et du coup, elles se développent moins. Ouais, bah non, pareil, je suis désolé, c'est comme le sujet des ferments tout à l'heure et tout. C'est un sujet, je pense, intéressant, mais je n'ai pas le temps de travailler ça.
Après, quand même, je repensais à ce que tu disais tout à l'heure. Je crois qu'il y a eu des essais en Île-de-France sur les thés de compost oxygénés qui montraient, et moi ça correspond à ce que disent pas mal les scientifiques et d'autres agronomes, qui montraient que le TCO avait un effet intéressant en conventionnel mais pas en bio. Et moi je suis persuadé que, en fait, après plein d'interventions de différents agronomes et témoignages d'agri et tout, et ben en fait, grosso modo, si vous êtes en bio, toi, Jean-François, tu as des vaches laitières en plus, donc ça veut dire que tu as des incubateurs sur pattes qui bougent sur tes prairies, tes cultures, elles sont en rotation. Et ben, grosso modo, moi, je pense que tu as une vie du sol qui est bonne, voire très très bonne. Et du coup, si tu fais un peu de travail du sol, pas n'importe comment, il n'y a pas de souci. Et du coup, toutes ces histoires d'apporter des micro-organismes, hein, que ce soit sur les feuilles, sur le sol, sur les graines, je dis pas que c'est inutile, hein, peut-être qu'on trouvera des choses pertinentes, mais à mon avis, il y a beaucoup de choses qui sont pas pertinentes chez toi parce que tu as déjà une super vie du sol. Et en fait, voilà, c'est un peu comme quelqu'un qui a un bon système digestif, bah, ça sert à rien qu'il mange en plus des vitamines ou des probiotiques parce qu'il en a déjà dans les yaourts qu'il mange tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça l'idée, quoi. Ouais, Mais d'accord. après, sur des points très spécifiques, peut-être, tu as raison, hein. Moi, il y a un cas particulier où je me dis que les ferments lactiques peuvent être pertinents. Et puis sur ces histoires d'enrobage de semences, peut-être, hein. Mais en tout cas, sur le côté, enfin, en tout cas, rassurez-vous, là, si vous êtes en bovin lait bio, franchement, depuis plus de 5 ans, vos sols, c'est très probable qu'ils sont en très bonne santé. Et ce qu'il faut, c'est, en gros, un sol, pour résumer ce que disent les spécialistes, il faut qu'il y ait à manger. Donc, c'est prairies, engrais verts, fumier, donc ça a priori pas de souci. Et il faut que les conditions physiques soient pas trop mauvaises. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'hydromorphie et pas de tassement. Donc c'est ça la base. Et vous d'ailleurs, avec vos prairies, votre plus gros risque, c'est de tasser vos prairies avec vos bovins, avec vos citernes, vos tonalisiers, votre tracteur quand vous mettez le fumier, voire les tracteurs quand vous faites un ensilage de métail en sortie hiver, enfin, même en avril, comment dire, une récolte de maïs grain. Enfin, en fait, voilà, c'est plus ça, à mon avis, c'est beaucoup plus important. Et du coup, si ton sol est compacté, il n'y a pas d'oxygène, la vie, elle n'est pas bien. Tu auras beau rajouter du ferment, de autre chose, et ben en fait, les conditions physiques seront pas bien, quoi. Tu vois. Ouais, d'accord. Merci. Ok. Eh ben, merci beaucoup. J'espère que c'est un format qui vous a plu et que ça a été enrichissant pour vous. Merci beaucoup, Thomas, pour ton intervention.